Public Sénat et l'AMF, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, présente Allons plus loin. Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Allons plus loin, délocalisé, porte de Versailles à Paris. Vous l'avez compris, émission spéciale depuis le congrès de l'AMF, l'Association des maires de France. Absent l'année dernière, Emmanuel Macron a donc fait son grand retour ici même au congrès. Le chef de l'État a tenu un discours solennel tout à l'heure. Nous reviendrons en détail sur ses déclarations fortes. Il est surtout allé sur le terrain régalien et républicain. Sécurité, communautarisme, vivre ensemble, unis, rassemblés ont été les maîtres mots de ce discours. A-t-il convaincu? A-t-il apaisé aussi les tensions qui existent entre l'État et les collectivités depuis le début de ce mandat? On posera la question aux premiers concernés. 4 maires sont avec nous pour cette première partie et pour nous livrer leurs réactions. Avant de vous les présenter, regardons ensemble un extrait de ce discours présidentiel, presque une déclaration d'amour aux maires. La République. Voilà, un extrait qu'on entendra peut-être dans quelques minutes. Du coup, je vais vous présenter tout de suite nos invités. Jean-François Debat, bienvenue. Merci d'être avec nous. Maire PS de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Vous avez co-signé une tribune parue dans le JDD le week-end dernier, alertant sur la dégradation du vivre ensemble. J'imagine que le discours d'Emmanuel Macron vous a beaucoup intéressé. Vous nous répondrez dans un instant. John Billard est également avec nous, maire sans étiquette du Favril, en Eure-et-Loire, président de l'association des maires ruraux d'Eure-et-Loire. Bienvenue à vous également. Et Joséphine Coleman-Berger, bienvenue à vous également. Vous êtes maire LR de Plaisir dans les Yvelines et nous attendons Cécile Gallien, maire La République en marche de Voray-sur-Arzon. Peut-être d'abord une première réaction, Jean-François Debat, vu que vous étiez très remonté. Vous avez signé cette tribune en alertant sur les problèmes de vivre ensemble que vous connaissez en tant que maire. Qu'avez-vous pensé des déclarations du chef de l'État, de ce discours? Peut-être une réaction générale. D'abord, c'était bien que cette année le président vienne. C'est mieux ainsi. Il a eu des mots républicains qui étaient nécessaires. Pour autant, le vivre ensemble, ça passe aussi, bien sûr, par le rappel du rôle de l'État. Ça passe aussi par des politiques de services publics de proximité. Ça passe aussi par des moyens d'action pour la politique de la ville. Ça passe aussi par des policiers supplémentaires sur le terrain. Or, au-delà des mots, il n'y a pas eu d'actes, il n'y a pas eu de faits. Et j'ai trouvé, il n'y a pas d'annonce nouvelle. Sans taxe d'habitation et sans compensation, il n'y aura pas de services publics complémentaires. Et sans moyens nouveaux pour la politique de la ville, il n'y aura pas de services publics supplémentaires. En continuant à ne pas avoir de réhabilitation des logements sociaux, en taxant les organismes d'HLM, en baissant les APL comme le gouvernement le fait depuis 2 ans, avec 3 milliards d'économies sur les plus pauvres, on ne peut pas dire qu'on améliore le vivre ensemble. Donc j'ai trouvé ce discours au total, il est nécessaire qu'il vienne, il est républicain dans ses termes, mais personne n'en doutait, mais il est incantatoire. Incantatoire et finalement une longue auto-valorisation, mais très peu de réponses aux réalités connues par les maires, que ce soit en milieu rural ou que ce soit dans le milieu urbain. Et pourtant, il dit vous avoir entendu, vous avoir compris. Justement, on va écouter cet extrait que je vous annonçais en début d'émission. Et j'ai tant appris de nos échanges. Tant appris, je dois dire, des aspirations de nos compatriotes, de leurs craintes aussi, face aux bouleversements contemporains qu'ils vivent dans leur quotidien et que vous partagez avec eux. Tant appris de votre sens du dialogue, de l'unité, de la proximité. Tant appris, oui, j'ose le dire, de vous. Je ne suis certes pas maire d'une commune de France, mais je me sens chaque jour un peu plus à votre contact, maire de la commune France. Alors, Joséphine Coleman-Berger, comment réagissez-vous à ce que j'appelais, moi, une déclaration d'amour aux maires? Il y a une chose qui est certaine, c'est que je rejoins monsieur le maire qui est à côté de moi. C'était important qu'il vienne nous rejoindre. Mais malgré tout, ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a tout un discours qui ne nous concerne pas, malheureusement. J'ai entendu le président de la République, bien sûr, parler de sa feuille de route, qui est une feuille de route ambitieuse, importante, mais malgré tout, ça nous pose quelques difficultés, parce que nous, les maires, nous sommes confrontés à tout ce qu'a pu évoquer M. Barouin et également M. Laniel,
et je n'ai pas entendu de réponse. Alors, Pour vous, il ne s'adressait pas au maire ce soir? Pour vous, Non, il a je davantage parlé aux Français qu'au maire? Je crois qu'effectivement, il s'adressait aux Français avec, bien sûr, son discours de président de la République, ce qui est tout à son honneur et ce qui est légitime. Mais en tout cas, en étant dans la salle et dans cet auditorium, je n'ai pas entendu un vrai discours qui nous parlait à nous. Alors, ça m'interpelle d'autant plus que la tournée qu'il a fait en France, et dont d'ailleurs j'ai fait partie, parce que je l'ai rencontré à l'Élysée très longuement, avec 12 maires des Yvelines pendant plus de 3 heures, avant même qu'il fasse ce grand débat, eh bien déjà nous avions les mêmes sujets, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Donc quand il dit « j'ai tant appris de nos échanges », vous nous dites « pas vraiment ». Je crois que pas suffisamment, si je peux me permettre. C'est aussi votre avis, John Billard. Vous avez eu le sentiment finalement il ne s'adressait pas au maire ce soir et qu'il ne vous a pas tant entendu qu'il le dit? Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il ne nous a pas entendu, mais en tout cas, il ne s'adressait pas au maire. C'est-à-dire que quand on a un auditoire qui est composé d'une grande partie, enfin, il y a quand même beaucoup de maires qui sont présents, je m'attendais à un discours beaucoup plus à nos difficultés. Donc, est-ce qu'il nous a pas entendu? Je ne sais pas. Il a rappelé tous les dispositifs qu'ils sont en train de mettre en place au niveau du gouvernement. Moi, j'ai retenu un mot, c'est la co-construction. J'ai entendu beaucoup un appel aux maires, alors que finalement, on attendait l'inverse. C'est-à-dire concrètement, c'était les maires qui faisaient un appel avec l'honneur d'avoir le président de la République au Congrès cette année. C'était plutôt de se dire, c'était nous qui l'attendons. Or, beaucoup de son discours, ça a été l'inverse. C'est j'ai besoin de vous, il faut m'aider. Donc il est dans la co-construction. Et ça, je pense que ça pourrait être un peu décevant pour l'ensemble des maires qui étaient présents. Et avant de poursuivre cette discussion, je voudrais qu'on écoute un nouvel extrait parce que lui affirme qu'il veut être jugé sur des actes. C'est aussi un appel qu'il vous a lancé. Écoutez. Être jugé sur les actes. Les actes, c'est une augmentation de la couverture numérique du territoire inédite. 14 000 lignes de fibre optique sont tirées chaque jour ouvré depuis janvier 2019. 4 millions par an. Nous serons donc au rendez-vous du haut débit pour tous en 2020 et du très haut débit pour tous en 2022, comme je m'y étais engagé en juillet 2017. Les actes, c'est l'ouverture des 460 premiers France Service en janvier 2020. De 1000 nouveaux cafés dans nos petites villes d'ici quelques mois dans le cadre de l'agenda rural. Les actes, c'est la transformation en cours des logements des centres-villes et des quartiers. Le choix résolu de privilégier le commerce de proximité pour revitaliser les centres-villes. Les actes, ce sont les 42 quartiers de reconquête républicaine qui bénéficient de renforts policiers spécifiques. Les actes, c'est ce travail quotidien résolu pour faire en sorte que chaque terre de France soit une chance pour celles et ceux qui y vivent, par plus de stages proposés, par les emplois francs développés, par une nouvelle ambition donnée à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine avec des délais raccourcis et les nouveaux engagements en termes d'investissement que j'avais pris. Je veux être jugé sur des actes. Voilà l'une des phrases fortes d'Emmanuel Macron. On accueille sur ce plateau Cécile Gallien, bienvenue. Vous êtes maire La République En Marche de Voray-sur-Arzon, c'est dans la Haute-Loire. Et vous êtes la seule représentante de La République En Marche au sein du bureau resserré de l'AMF, de l'Association des maires de France. Du coup, je vais poursuivre avec vous ce petit tour de table. Nos intervenants nous disaient, on a le sentiment qu'il ne s'est pas adressé aux maires aujourd'hui, qu'il s'est davantage adressé aux Français. Qu'est-ce que vous répondez? En fait, il s'est adressé, oui, sans doute aux citoyens. Mais nous sommes aussi des citoyens et nous sommes en contact direct avec les citoyens. Il a retenu du grand débat et de la crise que nous avons tous vécue sur nos territoires, notamment les territoires ruraux, qu'il y avait des fractures territoriales, sociales, numériques et que c'était bien de cela que nous, maires, et également avec l'État, nous devons traiter. Nous ne pouvons pas laisser cette situation comme cela. Donc moi, j'ai trouvé que c'était plutôt... Et là, il nous dit, je veux être jugé sur des actes, et il énumère les actes forts réalisés par ce gouvernement. Vous voulez ajouter quelque chose? Vous dites oui, effectivement, ils ont fait beaucoup, ce gouvernement? Alors, ça commence, j'ai envie de dire. Les maisons France Service, ça fait 15 ans que nous n'avons plus de services sur nos territoires ruraux. Eh bien, grâce à ces maisons France Service et à nos mairies, bien évidemment, nous allons retrouver, j'espère, ces opérateurs. Les commerces de proximité, combien de petites villes moyennes souffrent, combien les commerçants souffrent parce que aux alentours de ces petites villes, des grandes surfaces se sont installées en masse. Donc remettre de la vitalité et des commerces dans les cœurs des petites villes, c'est important. Ça fait partie de la politique de cœur de ville. Alors évidemment, ce n'est pas en 1 an ou en 2 ans qu'on peut voir les choses. C'est un appel à la patience, Jean-François Debat.
Vous savez, moi j'ai l'habitude d'être républicain et par ailleurs essayer de faire la part des choses. C'est bien que le président annonce des choses sur la fibre. Si on est républicain, on dit ça fait 10 ans que le pays s'équipe et que maintenant nous arrivons à la fibre. Ça n'a pas commencé il y a 2 ans. Il est très bien que ça se poursuive et que ça s'achève. C'est un élément d'égalité territoriale. Sur la question du plan Action Cœur de Ville, nous le soutenons. En revanche, il y a dans les annonces aujourd'hui, en tout cas dans les objectifs du président de la République, il y a une forme de contradiction. Les maisons France Service. Je vais vous donner celle de la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, 140 000 habitants que je préside. Nous avions demandé une labellisation, elle est refusée. Et pour cette labellisation, il faut que nous créions 2 emplois payés par la collectivité territoriale. À un moment où, par ailleurs, l'État nous demande de diminuer nos dépenses de fonctionnement. Donc, vous nous dites quoi? Je dis que les maisons France Service, on labellise des maisons qui existaient. S'il n'y a que les moyens supplémentaires des collectivités territoriales, ça n'est pas un plus. Au-delà du fait que regrouper des services, des agences postales communales, nous le faisons déjà. Ici, j'ai vraiment le sentiment que on a pris un verre d'eau, on l'a mis de l'autre côté de la table et on explique que ça va changer la nature de l'eau. Ça n'est pas la réalité des choses. Nous attendrons de voir s'il y a vraiment de la plus-value sur les maisons France Service ou si c'est vraiment seulement de l'annonce. Très franchement, aujourd'hui, je ne suis pas optimiste. Et je vois réagir Joséphine Coleman-Berger à vos côtés. Oui, c'est-à-dire, sans parler de ce sujet-là, qui a été bien développé, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans la première partie, avant que notre président arrive, nous avons effectivement évoqué avec le président Barouin certains sujets très clairs et très précis sur lesquels nous attendions quelques réponses. La taxe d'habitation, entre autres, ne serait-ce que cela. Il y a une mise au point très claire de la part de François Barouin, et pour les téléspectateurs qui ne l'auraient pas vu, je le cite, ce n'est pas l'aumône, on ne tend pas la main. Exactement, c'est très bien, j'allais vous citer la même phrase, puisque je l'avais noté. Donc, ce qui m'a posé un peu problème également, c'est que il y avait un discours, effectivement, citoyen, comme vous l'avez rappelé, madame, et vous avez raison, mais il est clair qu'on est passé du micro au macro. On avait véritablement l'impression qu'il y avait des discours qui étaient sur des micros, des sujets micros, et pas sur des sujets macros, mais il n'y avait pas une cohérence par rapport à ça. Et surtout, les questions ne nous étaient pas rendues. Aujourd'hui, on nous attend, on nous écoute, je l'entends et j'en suis ravie, puisqu'on voit que le président, bien sûr, est là et en plus nous écoute. Mais on nous attend surtout pour faire des efforts encore plus importants que ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des efforts colossaux dans tous les domaines, que ce soit la santé, la sécurité, le logement, enfin tout ce que vous connaissez, tout ce que les maires ici connaissent. Mais on ne peut pas sans arrêt demander aux élus locaux de faire des efforts en permanence sans que l'État ait un accompagnement un peu plus clair et plus précis. Et je termine juste en disant que M. Macron a une feuille de route que je respecte, c'est la feuille de route du président, que je peux comprendre, mais il ne faut pas oublier les élus locaux qui sommes nous, les maires, entre autres, sur ce chemin-là. Ce serait véritablement dommage parce qu'on irait droit dans le mur. On a donné des chiffres. Si les maires ne peuvent pas continuer d'investir, continuer d'avoir des services publics, nous allons détruire la France. J'emploie des mots forts. Mais je crois que le président en est conscient. La difficulté, c'est qu'on attend peut-être un peu trop de nous. Il va falloir que le président sache véritablement la souffrance que l'on a sur le territoire. Et puisque vous faisiez référence aux propos de François Barouin sur la taxe d'habitation, à cette attaque lancée au président, on va regarder un nouvel extrait, celui qui concerne ce sujet, puisque la pilule ne passe pas auprès des élus locaux. Écoutez la réponse d'Emmanuel Macron sur ce point. Sur la taxe d'habitation, si durant votre campagne, beaucoup de vos électeurs vous reprochent la baisse, faites-le moi savoir. Et qu'ils viennent se plaindre. Et parfois, peut-être, vous aurez le droit d'empocher les félicitations qu'ils vous livrent à vous, et pas au gouvernement, parce que c'est ce qui va vous arriver. Et je me permettrai de dire que, contrairement à beaucoup d'autres réformes, celle-ci ne s'est pas soldée par la suppression de la taxe d'habitation pour la remplacer par un autre impôt local, ce qui fut toujours le cas jusqu'alors. Non, mais bien par la suppression d'un impôt compensé par l'État, qui descend en effet du département au bloc communal un impôt, mais qu'il compense par une part de transfert d'un impôt national. John Biard, elle vous va cette réponse?
En fait, le président de la République, il a donné une réponse qui est sa politique nationale. Il a décidé, pendant les élections, de supprimer la taxe d'habitation et il réaffirme son choix. Sauf que dans le discours, qui est un discours de fond sur la taxe d'habitation, c'est que c'est le symbole de même de l'indépendance de la commune. Donc à partir du moment où il retire quelque chose qui est l'indépendance, c'est-à-dire que c'est la taxe qui concerne les... Enfin, ça a été très bien dit par François Baroin. Donc on est bien là dans le discours où on demande, nous, notre autonomie, notre liberté, la façon de fixer nos impôts, la façon de gérer. Et lui, il vient en disant, moi, je décide autrement et en plus de ça, je vais vous demander de m'aider. Il a supprimé un impôt qui n'était pas le sien, c'est ce que dit François C'est exactement Baroin. ce qu'a dit François Baroin. Donc ça va bien dans ce sens. Donc, mais sur le fond psychologique, c'est tout simplement, nous on dit laissez-nous faire comme on a envie de faire parce qu'on est élu pour ça, et lui il nous enlève ce qui est le premier élément, c'est la taxe d'habitation. Donc à un moment donné, il y a un décalage. Et c'est pour ça qu'entre le décalage de ce qu'on pouvait attendre du discours de fond, on ne l'a pas eu cet après-midi. Il justifie ses réformes, c'est La taxe d'habitation, c'est un engagement de campagne présidentielle. Il a été élu, il l'applique. Cette taxe d'habitation est remplacée par le foncier bâti et les départements vont hériter, eux, de la TVA qui est un impôt national le beaucoup plus d'élus dynamique. sont encore en colère? Pourquoi ils ont le sentiment qu'il n'y a pas de compensation? Parce que je pense que pour l'instant, tant qu'on est maire et qu'on ne sait pas exactement si on va toucher à l'euro près, pour l'instant on n'a rien perdu et qu'au niveau des dotations, le gouvernement s'est engagé l'année prochaine à travailler avec les associations d'élus pour calculer les conséquences de cette réforme de la fiscalité locale sur les DGF, sur les dotations. Et évidemment, en tant qu'élu local, je peux vous dire qu'on va être très Vigilant. Donc ce sont des craintes injustifiées, c'est ce que vous nous dites? C'est qu'ils ont Écoutez, peur avant même de savoir ce qui va se passer pour eux? mais quand on a perdu la taxe professionnelle par une décision d'un autre gouvernement il y a quelques dizaines d'années, on a eu mal après. Donc voilà, donc il y a un doute auprès des élus locaux. Ce que je voudrais dire aussi par rapport à ce que vous disiez, madame, c'est que nous, les élus locaux, moi sur ma commune, je suis arrivée à trouver 2 jeunes médecins parce que malheureusement, il y avait 2 médecins retraités. On a subi ce numerus clausus qui a été décidé il y a 30 ans. Donc, micro-macro, nous sommes liés. Les politiques nationales, nous les subissons sur les territoires. Si elles sont bonnes, nous en bénéficions. Si elles sont mauvaises, nous les subissions. Et nous, les petits soldats de la République, nous sommes obligés de trouver des solutions pour trouver des médecins, pour remettre des services dans nos campagnes, pour donner envie aux jeunes de s'y installer. Et franchement, avec le numérique, aujourd'hui, si on a de la téléphonie et du haut débit, on va avoir des gens qui vont choisir notre qualité de vie dans les territoires ruraux ou dans les territoires urbains super sympas. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre objectif pour un maire que voir une commune qui regagne de la population, qui a une diversité de population, mais qui perd en autonomie financière? C'est le cri d'alerte que lancent les maires. C'est vrai, mais on fait tellement beaucoup, nous, avec tellement peu. La sobriété dans la dépense publique, nous les ruraux, on l'a subi. Alors au bout d'un moment, on ne pourra plus. Ça, c'est clair. Mais voilà. Jean-François Debat. Oui, sur la taxe d'habitation, d'abord, moi, je veux quand même le dire, ce n'est pas une réforme juste. Les 20% les plus riches vont gagner 8 milliards. Les 20% les plus pauvres vont gagner 0 €. Puisque eux, ils ne payaient pas de taxe d'habitation. Donc ça n'est pas une réforme juste. Maintenant, vous avez raison, Cécile Gallien a raison, c'était un engagement présidentiel. C'est pas parce que c'est un engagement présidentiel, c'est une bonne mesure. Ça donne la légitimité au président de le faire. Je dis simplement qu'il y avait 2 manières de le faire. La manière qui consiste à dire vous ne percevez plus le produit que vous deviez percevoir et on vous en donne le bénéfice, ça s'appelle le dégrèvement. Et puis il y a la manière qui a été faite, c'est-à-dire on supprime. À la fin, c'est payé par du déficit public. Il y aura 23 milliards d'euros en moins dans les caisses de l'État et on a beau nous donner la taxe foncière, donner de la TVA aux départements et à la fin, ça sera du déficit pour payer la TVA que les départements vont percevoir. C'est vrai ça, Cécile Gallien ? Mais juste une chose, le vrai problème, ça n'est pas d'être compensé à l'euro près cette année. Nous allons l'avoir. Déjà en 2019, en 2020, ce sera déjà moins vrai. Moi, le problème est le suivant. Dans ma ville, le produit de la taxe foncière des départements va couvrir à peu près les 2/3 du produit de la taxe d'habitation. Les 2/3. Donc je vais devoir dépendre d'une compensation de l'État versée dans la durée. Si j'ai 100 en 2020, 100 en 2021, 100 en 2022, 100 en 2023, je perds à chaque fois 2%, 3%, parce que normalement, je n'aurais pas dû être à 100, j'aurais dû être à 102, à 104, à 105. Et derrière, le problème, c'est l'alimentation de nos services publics. Tu parles de démographie médicale. On va pas faire. Oui, nous allons devoir payer de l'aide à l'installation de médecins. Parfois, contribuer à des assistants médicaux pour permettre à des médecins de s'installer. Avec quel argent ?
avec quel argent? Si on assèche progressivement la dynamique des recettes des collectivités locales et des communes, si on a le garrot financier progressif, nous n'aurons plus les moyens de répondre à ces enjeux. Au-delà de ce que pourra faire l'État, et c'est là que cette réforme est inquiétante, parce que la manière dont elle est conduite eh bien, nous amène à être inquiets pour l'avenir, dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Et puis vous savez, l'État avec un grand B comme Bercy ne tiendra pas les engagements du gouvernement de maintenant dans la durée. Et nous le savons. Et c'est bien cela qui est aujourd'hui en cause. Ça n'est pas un défi de confiance par rapport à ce gouvernement ou à cette majorité. C'est un défi de confiance dans la capacité de l'État, dans sa durée, parce que nous l'avons vu depuis des dizaines d'années, à tenir les engagements qu'il a pris à un moment donné. Ça porte sur 1/3 des recettes des villes et des communes. C'est donc un enjeu majeur. Allez, je voudrais qu'on aborde un autre sujet, un autre thème abordé par le président de la République. Et c'est un peu inattendu, c'est celui du communautarisme. Et là aussi, il compte sur vous, il compte sur les maires. J'ai évoqué il y a quelques semaines la nécessité de bâtir une société de vigilance, c'est-à-dire la mobilisation de tous pour lutter contre ces reculs insidieux de la République qui trop souvent se transforment en drame. Vous êtes, vous les maires, en permanence au contact et donc les mieux placés aussi bien souvent pour percevoir les signes faibles d'une dégradation de la situation, d'un glissement et donc être des acteurs à part entière de cette société. Joséphine Coleman-Berger, qu'est-ce que vous a inspiré cette déclaration, ce zoom d'ailleurs sur ce sujet du communautarisme? J'ai entendu aussi un mot qu'a prononcé le président de la République, c'est le bon sens. Je l'ai retenu parce que ça fait partie aussi de notre façon de gérer les choses et c'est ce que l'on vit au quotidien. Le communautarisme, c'est bien sûr un vrai danger. Je peux vous en parler en connaissance de cause, puisque j'ai aussi dans ma collectivité un quartier en zone politique de la ville, avec bien sûr tout ce que ça peut comporter et toutes les actions que nous mettons en place. Je pense qu'aujourd'hui, on a bien sûr, nous les maires et le président pour cela a raison, quelque part, de nous dire que nous avons notre rôle à jouer. Bien Notamment sûr, pour sur le détecter les territoire. signaux faibles, hein, voilà ce qu'il dit. Exactement, on est là aussi pour être dans un lien permanent avec la police nationale. Quand on a des médiateurs, quand on a toute une série d'actions qui tournent autour de ces sujets-là, il est évident que nous devons être porteurs de tout ce travail-là. Nous devons être en lien, bien sûr, avec l'État, puisque l'État nous accompagne dans certains quartiers avec Donc il a l'ANRU. raison, mais... Il a raison, mais on n'a pas toutes les possibilités aujourd'hui d'avoir la connaissance. Il a évoqué dans son discours le fait que nous étions aujourd'hui en lien avec les préfets pour avoir certaines informations importantes. Des données confidentielles. Des données confidentielles. Grâce à Christophe Castaner. Et c'est très bien pour cela. J'en suis d'accord. Nous n'avons pas aujourd'hui la capacité, et je pense que les collectivités n'ont pas toutes les mêmes moyens d'action, puisqu'on a beau dire que tous les maires sont les mêmes, des grandes ou petites communes, mais dans une petite commune rurale, personne aujourd'hui n'est à l'abri de ce genre de problématiques. Et il est clair que tous les maires ne peuvent pas gérer de la même façon et avoir la même dynamique de fonctionnement et de protection dans ce domaine-là. Donc, il y a une ouverture, bien sûr, sur cette confidentialité. Il faut absolument qu'on le développe. J'aurais tendance à dire qu'on n'est pas là, nous les maires, pour porter un jugement, pour donner un dress code. Ça a été dit aussi par l'État. Vous voulez dire que la tâche est difficile, il compte sur vous, mais c'est difficile pour vous? Mais c'est très difficile, c'est très compliqué. Il faut qu'on ait une proximité raisonnée. Donc je reprends ce qu'avait dit le président sur le bon sens, mais je crois... Sans dérive, sans jugement dangereux. Ça fait partie de nos gènes, hein, le bon sens au niveau des maires. John Billard. En fait, ce sujet-là, moi, je me suis senti moins concerné parce que dans les petites communes, même si on doit être attentif, on est moins impliqué. Et je me suis posé la question, est-ce que ça avait vraiment un intérêt ou si ce n'est politique nationale de l'aborder? Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, ça a au moins met en exergue le fait que les relations entre les services de police, nous, gendarmerie, dans nos campagnes, doivent être beaucoup plus présents avec les élus, ce qui peut être reproché parfois. Donc il doit y avoir une sorte de complicité ou de collaboration un peu plus poussée. Alors si ça met ça en exergue par rapport au communautarisme, mais moi ça m'a un peu gêné, je dois le dire. Oui, pourquoi? Parce que je me suis pas senti vraiment concerné. Si au moins ça déclenche un meilleur contact entre la gendarmerie et les maires pour d'autres choses qui sont les incivilités ou d'autres, pas forcément le communautarisme, je pense que c'est une bonne chose. Ah, Cécile Gallien. Moi, je pense qu'il n'y a pas de sujet tabou et que le président a raison de le saisir.
Parce que même si dans nos campagnes, on ne sent pas ce risque, je pense qu'il est là quand même, avec les réseaux sociaux, etc. Donc, comme vous l'avez dit très bien, il faut qu'on soit vigilants tous et qu'on travaille avec les services de police, de gendarmerie pour nous, mais surtout ne laissons pas cet enjeu majeur aux mains de quelques hommes ou femmes qui auraient des idées extrémistes. Voilà, donc on est des responsables publics, donc on doit aussi s'en saisir avec toute la fermeté et l'humanité que nous devons incarner. Et je voudrais dire quand même qu'on assiste à des phénomènes de déscolarisation parfois, de quand même cette question d'égalité homme-femme. Je suis désolée, mais moi je trouve qu'elle se repose aujourd'hui. Donc il a raison d'appeler les maires à être des partenaires sur ce sujet. Complètement, et c'est ensemble qu'on y arrivera. Ouais. Moi, vous avez compris que je suis relativement critique sur beaucoup d'aspects. J'ai apprécié cette partie du discours. J'ai trouvé que le président de la République, moi je suis un élu urbain, avait, je crois, appelé aussi à un message ni naïveté ni psychose, et à ne pas à appeler la laïcité au nom comme de manière incantatoire, y compris sur des sujets sur lesquels en réalité on est parfois simplement dans le respect de la loi ou le respect des règles de vie en société. Il a appelé à cela, et je crois qu'il était de ce point de vue-là dans son rôle, et il a également, et je crois qu'il a eu raison, mis fin à cette espèce de débat sur faut-il interdire des listes aux élections. Ça n'est pas possible. On ne peut pas, au nom, je dirais, d'une vigilance à avoir, on ne peut pas commencer à fliquer les listes aux élections avant les élections. On peut ensuite, si une équipe est élue, être vigilant sur les décisions qu'elle prend. On peut sanctionner des actes, on ne peut pas sanctionner des pensées. Et j'ai trouvé que cette partie, même si après les mots qu'il choisit peuvent être appréciés ou pas, m'a paru, pour le coup, adapté, même si je l'ai aussi ressenti, et j'étais avec François Rebsamen, maire de Dijon, j'ai dit, pour une grande partie des élus, notamment des élus de communes rurales, nous sommes probablement plus loin de réalité. C'était effectivement une partie plus nationale du discours qui aurait pu être tenue ailleurs également, et qui nous concernait néanmoins parce que nous sommes aussi des élus de la République. Et vous, les listes communautaristes, vous êtes concernée, Joséphine Coleman-Berger? Pour le moment, je n'ai pas eu vent de cela. Mais ça vous rassure que le chef de l'État dise non, on ne va pas les interdire? Ça me paraît une évidence de la part d'un chef de l'État. Donc voilà, je ne peux qu'adhérer. Alors, il nous reste quelques petites minutes. Je vais peut-être faire un dernier tour de table pour que vous me disiez ce que vous avez pensé de manière générale de ce discours et si on a franchi une nouvelle étape dans la relation entre Emmanuel Macron et les maires, puisque c'est un mandat qui a commencé de manière compliquée dans sa relation avec les élus locaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous nous dites l'âge de guerre est enterré, peut-être, John Billard? Est-ce que les choses sont apaisées? Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, on a un président de la République qui est au moins à notre écoute? Alors je pense qu'on a effectivement un président de la République qui est plus à notre écoute, mais je dirais même plus loin, c'est qu'on a un gouvernement qui est plus à notre écoute. Mais ça, c'est lié aussi à la crise des Gilets jaunes et tout le travail qui a été fait, notamment par l'Association des maires ruraux de France, quand on a mis en place les cahiers de doléances. Donc il y a une autre façon d'aborder, il y a plus de collaboration. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais je pense qu'il y a, oui, effectivement, je dois l'admettre, plus d'écoute. Jean-François Debat, et je vous laisserai conclure. Jean-François Debat. Moi, j'ai trouvé, je l'ai dit, ce discours globalement incantatoire, dans le sens où il n'y a pas vraiment de moyens. Mais au-delà de ce discours, au-delà, j'ai été déçu. Alors, les relations, quand on passe du niveau 0 à un niveau normal, c'est une amélioration. Et depuis un an, il y a une nette amélioration. C'était niveau 0 avant. Ah oui, j'ai rencontré plus de ministres en tant que président de Ville-de-France, les villes coprésidents avec Caroline Cailleux, de 20 à 100 000 habitants. J'ai rencontré plus de ministres dans les 3 mois qui ont suivi le début de la crise des Gilets jaunes que dans les 18 mois précédents. Aujourd'hui, nous sommes revenus à des relations de travail normales. Je vais vous dire, moi, ce que je n'ai pas eu et que j'attendais, c'est des mesures fortes en matière de transition écologique. La rénovation des logements, c'est un enjeu que l'État doit porter. Mettre 20 000 € par logement pour réduire de 60% la facture énergétique des Français, c'est à la portée de l'État et pas de nos communes. Je voudrais qu'on termine ce tour de table de conclusion. Et j'ai été déçu de ne pas les voir. C'est noté. Joséphine Coleman-Berger et ensuite Cécile Gallien. En 30 secondes. Oui, 30 secondes, juste pour dire, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était un discours présidentiel et pas vraiment. Mais vous nous dites une nouvelle ère, on ouvre une nouvelle page?
D'avoir rencontré même le président Macron en direct, j'avoue que j'ai bien eu la sensation qu'il y avait une véritable écoute. Ensuite, bien sûr, pour les résultats, je suis un petit peu frustrée des réponses que je n'ai pas eues aujourd'hui et je pense que pas mal de maires sont un petit peu dans la même situation. Vigilance et frustration, Cécile Gallien, en quelques secondes pour conclure. Bon, moi, je dirais que c'est vrai qu'il y a eu l'avant et l'après crise sociale gilets jaunes. On l'a vu. Il y a eu quand même quelques 10 milliards qui ont été décidés en décembre l'année dernière et qui sont dans les poches des salariés, et notamment des salariés qui ont des salaires plutôt petits. Et moi, ce que j'ai entendu, c'est fracture territoriale, sociale, numérique. On va les résoudre ensemble. Il faut qu'ensemble, on fasse de l'aménagement du territoire, tous ensemble. L'État y compris, parce que l'État, depuis combien d'années, ne fait plus d'aménagement du territoire ? Donc un appel à l'union, un appel au rassemblement avec les maires. Oui, et quand même sur l'aspect écologique, il en a parlé beaucoup, transition écologique. Et nous, on y reviendra demain sur Public Sénat. Et santé et école, émancipation. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à cette première partie de l'émission. On va continuer d'analyser le discours d'Emmanuel Macron, mais avec des éditorialistes, des spécialistes, cette fois sous un angle donc plus politique. Emmanuel Macron a tenu un discours très régalien, très républicain, je le disais. Il a beaucoup parlé communautarisme. Pourquoi ? Y a-t-il une stratégie politique plus nationale derrière tout cela ? On va analyser cela avec nos invités dans un instant. D'abord, retour sur les moments les plus forts. C'est Cécile Cixous qui nous a préparé cela. Je ne peux, bien entendu, rester silencieux sur la question du communautarisme. Je ne veux rien cacher ici de la réalité que beaucoup d'entre vous vivent. Dans certaines communes, dans certains quartiers, progresse depuis quelques années un projet de séparation d'avec la République. C'est une réalité. Ce sont les revendications sur les horaires réservés aux femmes dans les piscines, ces espaces publics où la mixité n'est plus possible. Ce sont ces pressions exercées dans certains services publics, certaines entreprises. À chaque fois, les maires sont en première ligne. Tout le gouvernement est mobilisé et continuera d'agir. Le ministre de l'Intérieur donnera des instructions nouvelles au préfet dans les prochains jours en la matière. Et le gouvernement portera des actions concrètes nouvelles dans les prochaines semaines sur ce sujet. Dans les débats récents, un sujet est venu, celui des listes communautaires. Il ne s'agit pas de proclamer l'interdiction pour régler le problème. Nous avons eu dans d'autres temps de la République ces débats. Fallait-il interdire des listes antisémites pour réussir à chasser ces idées de la société française? Qui peut penser d'ailleurs que de telles listes se présenteront à visage découvert, avec spontanéité et clarté? Non, si les choses étaient si simples, nous n'aurions pas tant de difficultés. Ce qui compte, c'est de faire tomber les masques de ceux qui combattent la devise inscrite sur les frontons des mairies qu'ils convoitent. Et ce combat, je sais que je peux compter sur vous pour le mener, sur tous les maires de France, pour le mener et pour l'emporter. Et je veux vous dire une chose, vous pourrez compter sur moi, mais en actes, au quotidien, chaque jour, pour les débusquer, les combattre, fermer les associations, fermer les écoles quand elles ne respectent pas absolument les lois de la République. C'est ainsi qu'il faut mener ce combat. Et on ouvre sur ce point la deuxième partie d'Allons plus loin. Avec nous ce soir, Arnaud Benedetti, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur associé à la Sorbonne et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Benjamin Morel, bienvenue à vous également, maître de conférences en droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, docteur en sciences politiques de l'école normale supérieure Paris-Saclay. Jean-Baptiste Forêt, bienvenue à vous également. Vous êtes rédacteur en chef délégué de la Gazette des communes. Et Julia Mouzon, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes fondatrice et présidente de Élus Local, réseau national des femmes élues. Merci à tous les quatre d'être ici. Arnaud Benedetti, vous avez été surpris qu'il aille sur ce terrain-là, sur le terrain des listes communautaristes. On l'avait un petit peu su par le biais d'un papier du Figaro ce matin, mais ça paraissait surprenant à ce rendez-vous-là de l'AMF. Ça vous a surpris, vous ? Oui, ça m'a surpris parce que je trouve que c'est pas un discours qui s'adressait finalement tellement au maire, mais bon, il a pratiqué ce que l'on connaît bien en communication politique, c'est-à-dire une communication à deux étages. Il fait des maires des intermédiaires pour relayer sa parole sur des sujets d'actualité qui actuellement enflamment le débat public. Et il s'adresse davantage aux journalistes et aux citoyens français. Il s'adresse aux maires, il s'adresse à travers les maires, il s'adresse quand même aux administrés en espérant vraisemblablement que ça infuse. Mais c'était plutôt un discours que je qualifierais de politique générale, un discours
discours un peu fourre-tout et je ne suis pas tout à fait sûr que les maires aient retrouvé les préoccupations qui sont les leurs, notamment par exemple sur la question de la fiscalité, même s'il a abordé le sujet. Oui, et il l'a un peu survolé d'ailleurs, et c'est effectivement ce qu'exprimaient nos maires il y a un instant sur la première partie de ce plateau. Benjamin Morel, vous êtes d'accord? Un discours un peu fourre-tout et qui visait d'autres personnes que les maires? Ça ne visait en effet pas prioritairement les maires. En fait, il y a deux parties dans ce discours. Vous avez une partie qui est plus un discours, comme le disait bien Arnaud Benedetti, de politique générale, où Emmanuel Macron nous parle d'abord de l'ordre républicain, nous parle également de la question de l'ordre public, des listes communautaristes, de l'islamisme et même du terrorisme. Là, on est quand même assez loin des lois de décentralisation. On a ensuite un aspect plus transversal avec la question de l'écologie, la question de la cohésion sociale, et ensuite seulement on arrive à la question de la décentralisation avec en fait quasiment pas d'annonce, si ce n'est peut-être... Des maires très frustrés, qui ont eu le sentiment de ne pas du tout avoir de réponse à leurs questions. Des maires fondamentalement frustrés, parce qu'aujourd'hui, il y a deux problèmes qui se posent pour les maires. C'est d'un côté la question de l'intercommunalité, et notamment des relations entre les compétences transférées et les compétences gardées par la commune. Donc ça, c'est débattu dans le projet de loi Le Cornu. Alors peut-être est-ce que ce sera envisagé plus tard par Édouard Philippe, mais il n'y a pas eu réellement de réponse. Il doit s'exprimer ici même jeudi d'ailleurs. C'est peut-être là que les maires vont trouver des réponses. Alors il y a une volonté en effet de distribuer les rôles entre le président et les maires, et le Premier ministre, si vous voulez. Mais on a eu également un président dont le discours a quand même duré presque 1h30, qui a été extrêmement précis. Donc il n'a pas trouvé le temps visiblement de répondre à ces préoccupations qui sont des préoccupations fondamentales. Pourtant, il a eu le temps d'aller sur d'autres sujets, parfois très en profondeur. Donc on peut comprendre peut-être la frustration. Et le deuxième objet évidemment de frustration, c'est, vous l'avez évoqué, celui de la fiscalité, avec un système plutôt baroque à l'allemande qui est proposé dans le cadre d'une révision constitutionnelle dont on ne voit pas exactement comment est-ce qu'il s'inscrirait dans la logique de nos institutions. Ça paraît assez improbable. Donc là, très très clairement, on a un discours qui en effet est un bon discours de politique générale. Il en restera des choses dans l'opinion. Pour les maires, eh bien, il va falloir attendre Édouard Philippe. Mais cela dit, est-ce que ce n'est pas le rôle du président de la République d'avoir un discours plus général et de laisser à son Premier ministre des annonces plus concrètes destinées aux maires, cette fois de manière très concrète, Julia Mouzon? Alors, c'est peut-être ce qui va se passer, mais moi je trouve surtout, et aussi en écoutant les intervenants de la table ronde précédente, on voit qu'il y a un décalage des agendas et un décalage des temporalités entre le gouvernement qui fait des constats, qui découvre grâce aux Gilets jaunes, qui mène un grand débat national, qui va dans les territoires, qui mène l'enquête presque, qui fait une investigation. Et de l'autre côté, les élus locaux, qui sont là depuis 2014 ou avant, et qui, eux, sont au bout du rouleau. Ils démissionnent, ils se font effectivement agresser, comme on l'a vu. Il y a des attentes qui sont très fortes de la part des élus locaux sur le statut de l'élu, sur beaucoup de sujets. Et là-dessus, les angles d'attaque du gouvernement et des élus sont très différents. Les angles de vision sont très différents. Le gouvernement arrive effectivement avec un discours national qu'il entend décliner avec un certain nombre de mesures. Donc, il y a un décalage entre les deux. Ils ne sont pas sur le même. Exactement, il y a un décalage de point de vue. C'est-à-dire que l'État le gouvernement arrive avec son angle de vision. Les élus locaux, leur angle de vision. Et d'ailleurs, l'angle de vision qu'il faut que tout le monde ait en tête pour 2020, c'est qu'il y a 550 000 personnes qui vont arriver dans des mandats locaux. Alors, pour une partie, ils seront déjà élus, mais pour l'autre, ils vont arriver. Pour ces personnes-là, pour ces élus-là, qui ne sont pas des consommateurs de la politique, qui ne sont pas des personnes qui viennent râler, qui sont des personnes qui s'engagent, qui s'impliquent, qui donnent du temps presque bénévolement pour leur ville, pour leur commune. Pour toutes ces personnes-là, il faut que l'État soit en mesure de donner des outils. Il faut que l'État puisse outiller ces personnes-là dès le premier jour du mandat. Et on sent un décalage dans les agendas, dans les temporalités, dans la capacité à faire au 1er avril 2020, à donner cette réponse aux élus locaux. Jean-Baptiste Forêt, vous êtes d'accord? Il y avait un vrai décalage? Oui, enfin le décalage est quand même moins fort qu'il n'a pu l'être. Enfin, l'un des faits majeurs quand même de cette journée, c'est quand même qu'Emmanuel Macron et les maires ont enterré l'âge de guerre. Parce qu'il est venu? Oui, il est venu et puis il faut quand même se souvenir. Ça peut suffire? Il faut quand même se souvenir qu'il y a un an, il y avait cette campagne sur les réseaux sociaux Balance ton maire, lancée par des apprentis sorciers de la Macronie. Emmanuel Macron lui-même avait qualifié les élus de trop nombreux, de shooter aux emplois publics. Enfin, ça allait quand même assez loin. Aujourd'hui, il a quand même subi une cure de modestie à la faveur de la crise des Gilets jaunes. Il s'est posé en élu parmi les élus. Il a dit « Je suis le maire de la commune française
France, il a bien commencé son discours, il a cité François Mitterrand. Il a dit, François Mitterrand, devant le Congrès des maires, François Mitterrand avait dit, à l'adresse du président de l'Association des maires de France d'alors, si je voulais traiter tous les problèmes, je serais aujourd'hui ministre. Donc on s'attendait vraiment à un discours en majesté d'un président de la Ve République, et puis patatras, il est retombé vraiment dans son syndrome du bon élève, c'est-à-dire qu'il fallait absolument qu'il coche toutes les cases, qu'il réponde absolument à toutes les questions. Il a été extrêmement techno, il a parlé de continuum de sécurité, de territoire carencé. Je suis pas sûr que les maires de villages comprennent cette langue-là. Il est allé dans le détail des choses. Enfin, on a eu le droit au nombre de maisons de santé dans la Marne ou du comté de Pontarlier. Enfin, c'est assez étonnant. Moi, je trouve que c'est un exercice plutôt raté de sa part aujourd'hui, alors qu'il avait été très bon il y a 2 ans. Et pourtant, il a essayé de les convaincre. Hein, il y a 2 ans, il avait un peps, un dynamisme incroyable. Et aujourd'hui, il manquait vraiment de ressort. Hein. Alors, je voudrais qu'on écoute un nouvel extrait, puisque c'est le moment où, je le disais, il fait un peu une déclaration d'amour aux élus locaux. Je voudrais qu'on réécoute cet extrait parce qu'il est assez intéressant pour analyser l'ensemble du discours d'Emmanuel Macron. Écoutez. Tant a pris de nos échanges. Tant a pris, je dois dire, des aspirations de nos compatriotes, de leurs craintes aussi, face aux bouleversements contemporains qu'ils vivent dans leur quotidien et que vous partagez avec eux. Tant a pris de votre sens du dialogue, de l'unité, de la proximité. Tant a pris, oui, j'ose le dire, de vous. Je ne suis certes pas maire d'une commune de France, mais je me sens chaque jour un peu plus à votre contact, maire de la commune France. J'ai tant appris de vous, Arnaud Benedetti. Il a tenté de les séduire, ces maires, quand même, aujourd'hui. Oui, mais si vous voulez, c'est un Emmanuel Macron qui a intériorisé les blessures de la crise des Gilets jaunes, où on lui avait reproché, souvenez-vous, au moment de cette crise, d'avoir finalement laissé de côté l'ensemble des corps intermédiaires, dont les maires, qui étaient en l'occurrence les plus proches. Mais ça sonne juste ou ça sonne faux? Il y a un petit côté emphatique quand même dans le ton et dans l'expression, c'est le moins qu'on puisse dire. Benjamin Morel fait l'amour. Est-ce que chacun y trouvera vraisemblablement peut-être l'occasion de juger si Emmanuel Macron est crédible ou pas dans l'expression de son empathie vis-à-vis des maires. Mais moi, je crois que surtout ce qu'il veut montrer, c'est qu'il est un président de la République qui s'est transformé. Vous savez, une des grandes questions, c'est de savoir si le prince est capable de se transformer sous le coup des événements. En l'occurrence, on a un Emmanuel Macron qui veut montrer depuis un certain nombre de mois et à travers un certain nombre de séquences de communication qu'il a entendu la crise des Gilets jaunes. Souvenez-vous, lorsqu'il se trouvait cet été au bas du fort de Brégançon, il avait très clairement dit la crise des Gilets jaunes n'est pas derrière nous. On sent bien que le discours qui a été le sien aujourd'hui, c'est un discours qui est quand même profondément marqué par cette séquence politique qui a été une séquence politique. Et donc syndrome du bon élève, comme le dit Jean-Baptiste Forêt, il veut bien faire les choses et il veut cocher toutes les cases. Mais le problème, si vous voulez, d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne connaît pas fondamentalement le local du fait de sa socialisation politique. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a été élu par le haut au premier coup. C'est pas quelqu'un qui a eu, comme ses prédécesseurs, à suivre le cursus honorum républicain qui fait qu'on est un élu local, on devient un élu national, on devient éventuellement responsable politique national. Et on voit d'ailleurs que finalement, les difficultés qu'a Emmanuel Macron à s'acculturer au local, c'est des difficultés que la République en marche dans son ensemble éprouve également. Donc, en effet, c'était une sorte, moi je trouve que c'est une sorte de rite de passage finalement, ce moment où Emmanuel Macron vient parler aux maires. Mais est-ce que ce rite de passage parle véritablement aux maires? C'est la question. Est-ce qu'il a été audible, encore une fois, au regard des principales préoccupations des maires et de leurs administrés? Moi j'ai trouvé que ce discours était en effet assez lointain. Il a essayé d'aborder des questions concrètes, mais finalement, il y a répondu de manière assez abstraite. Et finalement, dans un discours d'1h20, ce qu'on risque de retenir essentiellement de ce discours, ce sont les listes communautaristes. C'est la question des listes communautaires. Communautarisme, mais aussi union, rassemblement, je le disais, ça a été les maîtres mots de ce discours et cette question du vivre ensemble. Je voudrais qu'on écoute un nouvel extrait, je vous fais réagir ensuite. Unir et rassembler, c'est aussi par notre action collective, notre ambition. Cela signifie, en quelque sorte, recoudre cette France trop souvent déchirée. Déchirée entre la ville, les banlieues, les différents quartiers, les campagnes,
avec, je le sais, un exercice du mandat de maire parfois particulièrement difficile dans nombre de ces endroits. Benjamin Morel, recoudre cette France trop souvent déchirée. Oui, si vous voulez. Il a vraiment été question du vivre ensemble, de l'union, du rassemblement. Il y a en effet vraiment été question du vivre ensemble, du rassemblement. Il a dit même l'unité, l'indivisibilité de la République. Il a commencé par ça, si vous voulez. Il a notamment fait une référence implicite au livre de Jérôme Fourquet, l'archipel française. Donc on voit très clairement que et là-dessus... Et celui de Jérôme Sainte-Marie aussi, bloc contre bloc. Il y a vraiment une prise de conscience aujourd'hui d'une société qui est fracturée et qui peut éventuellement se recoudre par les territoires et peut-être par les maires, justement. Alors, je faisais la moue, si vous voulez, parce que les discours sentimentalistes à l'encontre d'une personne plurielle comme les maires, évidemment, ça ne trompe personne. En revanche, il est vrai qu'Emmanuel Macron a pris conscience aujourd'hui d'une société qui est fragile et qui, pour se recoudre, doit passer par ces petites républiques que sont les mairies et ces petits présidents de la République que sont les maires qui font du lien social. Est-ce qu'ensuite il les comprend? Ça, c'est une autre question. Ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron a commencé par dire « je ne répondrai pas à toutes ces questions, je les laisserai à Édouard Philippe ». En même temps, il a commencé par y répondre et il a dit que notamment sur la fiscalité locale, il y avait un bon bilan sur la taxe d'habitation, étant donné qu'on remplaçait un impôt local par un impôt national et que c'était pas si mal. Or, c'est justement ce que lui reprochent les maires. Ils lui reprochent d'avoir remplacé un impôt local sur lequel ils avaient la main, sur lequel ils pouvaient éventuellement avoir une marge d'ajustement pour mener des politiques publiques, par un impôt sur lequel ils n'ont pas la main ou par des transferts de dotations sur lesquels ils n'ont pas la main. Donc on voit que même quand Emmanuel Macron tente justement des déclarations d'amour vis-à-vis des maires, elles tombent souvent un petit peu à côté, tout bêtement, parce que ces problématiques locales, il les comprend encore assez peu. Et il leur dit qu'il compte encore sur eux, et beaucoup sur eux. C'est ce que disaient les maires dans la première partie de cette émission. Il compte beaucoup sur nous, alors que nous, on comptait sur lui. Et même sur le vivre ensemble, il compte sur eux. Oui. En fait, on voit bien qu'il s'agit de réparer un lien qui a été cassé. Un lien qui ne s'est pas fait instinctivement, un lien qui ne s'est pas fait parce qu'Emmanuel Macron n'a pas ce parcours issu du local. Donc il faut réparer ce lien qui a été cassé. Et c'est vrai que chaque message, par exemple, il a évoqué les arrêtés contre les pesticides dans les mairies. Les messages dans ce sens ne vont pas aller dans celui qu'il souhaite, c'est-à-dire la confiance, le lien, l'autonomie, la créativité. Il a parlé d'écologie créative et libre. Voilà, on sent qu'il y a encore une difficulté à aller vraiment dans cette confiance en fait avec les élus locaux. C'est-à-dire l'élu locaux, on voit bien, on l'a vu avec les Gilets jaunes, c'est le guichet local, quoi. C'est la personne que les gens vont voir au niveau local quand elles ont un problème, que les citoyens vont voir, que les citoyens même ont identifié. Beaucoup plus que leurs élus régionaux ou que leurs députés ou que leurs députés européens. Mais est-ce à dire qu'il est impossible pour un président qui n'a pas connu de mandat local d'être convaincant vis-à-vis des maires? C'est-à-dire que c'est son handicap jusqu'au bout? Pour moi, l'enjeu, c'est pas d'être convaincant. Au niveau des maires, c'est pas d'être convaincant avec les maires, c'est de créer ce lien, c'est que ce lien existe. Et c'est un travail, on voit que c'est un travail qu'il a entamé, on voit qu'il y a une intention, mais il y a encore quelque chose qu'il faut réparer. Il faut réparer ce lien encore qui a été cassé et la confiance va mettre du temps, je pense, à revenir. Et il y a beaucoup de sujets qui sont d'ailleurs en ce moment dans la loi engagement et proximité portée par Sébastien Lecornu. Tous ces sujets-là et ces points de détail vont être les sujets et peut-être les liens par lesquels le lien se reconstruit. Ce sont les liens par lesquels on va retisser, le gouvernement va retisser, peut-être, je l'espère, un lien avec les élus locaux sur le sujet des indemnités, sur le sujet de la responsabilité pénale, civile des élus, sur le sujet de la formation des élus. Toutes ces petites choses, toutes les mesures que le gouvernement va prendre, la fluidité, leur simplicité, leur adéquation avec les besoins des élus locaux, c'est ça qui va vraiment reconstruire cette relation. D'ailleurs, toute confiance. la Macronie appelle à la patience, Jean-Baptiste Forest. Ça fait beaucoup partie des éléments de langage. Ça va payer, ce sont des mesures qui sont en construction. On est en pleine transformation, ça va venir. Oui, et l'atout maître effectivement d'Emmanuel Macron là dans cette séquence, c'est Sébastien Lecornu que vous avez cité. Contrairement au président de la République, c'est un élu local de cœur et d'expérience. Enfin, c'est un jeune politique qui était déjà un vieux briscard parce qu'il a commencé tout petit, il est tombé tout petit dans la marmite. C'est lui qui porte le projet de loi engagement et proximité dont on parle beaucoup. Et lui, il sait y faire, il sait passer la main dans le dos derrière les élus. Il va les voir, il connaît toutes les mesures, et il parle vraiment la même langue. C'est une sorte de petit Larcher en fait, Sébastien Lecornu. Je ne sais pas s'il finira président du Sénat, mais on le verrait bien dans ce rôle-là. En tout cas, Emmanuel Macron a bien fait de s'entourer de personnes comme lui, si j'ai bien compris, pour séduire les maires. Il a déjà des rondeurs, sénatoriales. Il sait y faire. Emmanuel Macron est plus
est un petit peu plus brutal, je dirais, dans son mode d'expression. On l'a vu sur la décentralisation. Il a un peu taclé les élus. Il n'avait pas totalement tort, ceci dit. Il disait à propos des élus, eh bien, écoutez, vous voulez les compétences, mais généralement, vous ne voulez pas les responsabilités. Et ça, c'est un vrai débat sur la décentralisation à la française. C'est-à-dire qu'en France, on veut toujours plus de liberté locale, mais on attend toujours tout de l'État. Et il suffit d'écouter les discours lors des congrès de n'importe quelle association d'élus. Ça fonctionne toujours comme ça. Il leur a dit « chiche ». Un acte 3 de la décentralisation, mais prenez vos responsabilités au lendemain des municipales. Il sera très attendu sur ce dossier-là par les maires. On sait qu'il est en face de lui, pour la première fois dans l'histoire des relations entre l'État et les élus, une association Territoires Unis qui regroupe les départements, les régions, les communes, qui d'habitude ont tendance quand même à se tirer la bourre. Mais ce que vous avez dit a fait réagir Julien Mouzon. Je vous donne la parole dans un instant, Arnaud Benedetti, mais je vous laisse réagir puisque ça vous a fait... vous avez fait la moue. Oui, tout à fait. J'ai fait la moue c'était quand vous avez parlé de... Remettez-moi les maires attendent tout de l'État. Les élus attendent bien tout sûr. de l'État. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce point. Non, moi, je pense qu'au contraire, les élus ont énormément de responsabilités et comprennent très bien ce que signifie cette responsabilité d'être élu local. Et le fait que l'État... aujourd'hui, il y a une grande confusion dans les compétences, c'est vrai. D'ailleurs, les citoyens ne savent pas ce que c'est qu'une intercommunalité. Les citoyens ne savent pas qui fait quoi. Enfin, même, je veux dire, même les experts de la politique doivent vérifier parfois pour savoir quelle compétence est déléguée à l'intercommunalité. Le concept d'intercommunalité, je pense que ça parle même pas aux téléspectateurs. Voilà. Et peut-être que le concept de compétence non plus. C'est-à-dire qu'on utilise ce mot compétence, mais en fait, ça veut dire qui fait quoi. Qui s'occupe des routes, qui s'occupe de l'assainissement, qui s'occupe du tourisme. Bon, voilà. Donc ça, effectivement, c'est pas forcément évident. Et moi, je pense que les élus sont très responsables et qu'en revanche, ils sont confrontés aussi à cette confusion. C'est ce qu'on voit dans le cas d'élus comme Anne Hidalgo aujourd'hui, qui interpelle l'État sur les camps de migrants, sur des sujets comme ça, pour montrer qu'elle n'a pas la main, parce que les élus locaux aujourd'hui sont interpellés par leurs citoyens sur des sujets sur lesquels ils n'ont pas la main. Les élus vont voir le maire de la commune pour des nids de poules sur la route départementale. On a des gros sujets de confusion comme ça. Et c'est impossible pour l'élu local de répondre à ces questions-là. Pour un élu local qui a des problèmes de mobilité dans sa commune, répondre à ce sujet-là, si le sujet est géré par l'intercommunalité ou la région, c'est très difficile. Alors rapidement, Jean-Baptiste Forêt pour vous répondre, et ensuite Arnaud Benedetti. Très rapide, vous citiez Anne Hidalgo, le Grand Paris, Paris et le Grand Paris sont quand même un exemple assez caricatural de l'incapacité des élus à s'entendre entre eux. Les élus préfèrent s'en remettre à l'État, un hypothétique arbitrage de l'État, parce que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne encore aujourd'hui en France. L'État, ça reste quand même aujourd'hui mais Paris n'est pas représentatif. Paris n'est pas représentatif des élus locaux et les élus parisiens ne sont pas représentatifs de l'immense masse des élus locaux qu'on a en France. Arnaud Benedetti. Non, mais il y a une hétérogénéité de situation. On ne peut pas comparer les tâches d'un maire d'une petite commune de 3500 habitants avec le maire d'une grande métropole. Mais moi, je pense qu'ici, quand même, Emmanuel Macron, il est venu aussi recharger finalement en crédit de popularité auprès des maires, parce qu'il sait très bien que le maire est vraisemblablement l'élu qui aujourd'hui bénéficie de la plus grande popularité parmi les élus. Donc cette relation avec les maires, c'est une relation qui lui permet de montrer que maintenant il les tient en considération, alors qu'il les avait laissés un peu de côté en début et le moins qu'on puisse dire même pas mal de côté en début de mandat. Il y a une autre question, c'est quand même la vision d'Emmanuel Macron. Quelle est la vision d'Emmanuel Macron en matière de décentralisation? Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, à percevoir. Parce que Emmanuel Macron, le Emmanuel Macron de la campagne présidentielle, c'était un Emmanuel Macron qui s'était présenté plutôt finalement comme un Girondin, en notamment évoquant, vous souvenez-vous, le droit à l'expérimentation. Et la pratique qui est la sienne, la pratique politique qui est la sienne, qui est une pratique finalement assez managériale, est une pratique pour le moins verticale. Et on a le sentiment que la relation qu'il a avec cette question de la décentralisation laisse apparaître plutôt un Emmanuel Macron qui est plutôt volontairement jacobin. Et il y a un malaise aujourd'hui, manifestement, entre quand même les élus locaux, qu'ils soient maires, qu'ils soient présidents de conseils départementaux, ou voire présidents de conseils présidents de conseils régionaux, parce que la vision d'Emmanuel Macron n'est pas véritablement aujourd'hui stable sur cette question-là. Il est lui-même instable. Benjamin Morel, et ensuite on écoute un nouvel extrait. Oui, si vous voulez, il y a une contradiction aujourd'hui dans le discours même sur la décentralisation d'Emmanuel Macron. Vous avez d'un côté un Emmanuel Macron qui dit, grosso modo, je veux
des collectivités qui disposent de responsabilités, de finances sur lesquelles elles peuvent s'engager et qui soient réellement, au regard de ces compétences, responsables démocratiquement. Donc là, on a en effet une vision qui pourrait être intéressante d'une décentralisation clarifiée, avec des niveaux de collectivité qui exerceraient des compétences et qui disposeraient de ressources fiscales sur lesquelles elles auraient la main et sur lesquelles elles pourraient développer un projet politique, un programme politique devant des administrés qui ensuite seraient chargés de les élire et de les sanctionner ou de les approuver lors des élections. À côté de ça, vous avez le même Emmanuel Macron qui justement dit en matière de fiscalité locale, ça ne sert pas à grand chose que vous ayez la main sur les taux, etc. On peut vous envoyer des dotations et comme ça vous n'avez pas la main sur l'argent, mais malgré tout, eh bien, vous avez la main sur, vous avez la main sur l'argent, mais vous n'avez pas les moyens de vraiment faire varier vos financements. C'est pas très grave, mais là, pour le problème, c'est que l'impôt, c'est la base de la responsabilité démocratique. On a le même Emmanuel Macron qui prône, et c'est un peu l'alpha et l'oméga de sa politique de décentralisation, la différenciation territoriale. Or, le principe de la différenciation territoriale, c'est que la même compétence n'est pas forcément exercée par le même échelon selon que vous êtes dans une commune ou dans une autre et que donc à l'échelle nationale et à l'échelle locale, il y a une illisibilité démocratique. Donc tant que ces deux logiciels cohabiteront chez Emmanuel Macron, il n'y aura pas de vision claire de la décentralisation. Allez, on écoute un dernier extrait de l'intervention du chef de l'État tout à l'heure ici au congrès de l'AMF parce qu'il a aussi parlé lutte contre les incivilités et la délinquance. Écoutez. C'est pourquoi je demande au gouvernement d'étudier toutes les propositions qui sont faites par les différentes associations pour améliorer ce qu'on appelle parfois le continuum de sécurité, c'est-à-dire la mobilisation de tous les acteurs, forces de l'ordre, police municipale, agents techniques aussi parfois, de différentes mairies, forces et sociétés de sécurité privées, pour agir de manière encore plus efficace contre les incivilités, la délinquance et poursuivre le travail. Il y a des choses très concrètes que vous appelez de vos vœux, qui permettraient d'ailleurs non pas à l'État de se désengager, je le dis ici clairement pour lever toute ambiguïté, mais de mieux coopérer et de permettre aux maires qui le souhaitent de faire davantage, plus efficacement, plus simplement. Je demande au gouvernement de regarder toutes les propositions faites par les associations pour agir contre les incivilités et la délinquance. Je ne sais pas si vous avez compris sa démarche, Jean-Baptiste Forêt. D'après ce que je comprends, hein, j'ai du mal à me faire l'exégète de la pensée d'Emmanuel Macron. Il en appelle aux associations d'élus qui aujourd'hui, dans les communes, les maires sont en charge de la police municipale, donc ils sont assez présents sur ces questions-là. En particulier depuis les attentats, on a assisté quand même à une hausse massive des effectifs de police municipale. On a de plus en plus de polices municipales qui sont armées aujourd'hui en France. Donc c'est un partenaire important pour un État qui a tendance un peu à se dépérir, enfin à être dévitalisé. Donc c'est pas totalement absurde de sa part de faire appel à ces associations. Mais c'est pas une annonce majeure, c'est pas ce qu'on appelle une annonce forte pour lutter contre l'insécurité et les incivilités. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le propos des maires qui attendaient une parole assez forte de la part du président de la République. Ils sont déçus ce soir. Et en fait, c'est le président qui vient vers eux pour leur dire donnez-moi vos propositions. Donc c'est un petit peu le monde à l'envers parce que historiquement, il y a quand même une alliance très très forte en France entre les communes et l'État. Et l'État, c'est quand même le grand protecteur des communes depuis le Moyen-Âge, contre les féodaux, contre l'instabilité, contre les attaques contre l'ordre républicain auquel a fait référence Emmanuel Macron. Et là, on n'a pas eu le père de la nation. Là, il était manifestement un peu désemparé. Il avait surtout besoin de Arnaud Benedetti, ensuite Julien Mouzon. Oui, le régalien, c'est d'abord l'État quand même. Mais enfin, moi je pense que ce qu'il faut noter dans ce passage de son intervention, c'est Emmanuel Macron qui veut montrer qu'il est désormais à l'écoute et qu'il est dans le dialogue. On lui a beaucoup reproché au moment de la crise des Gilets jaunes, encore une fois, d'être un président de la République qui n'écoutait pas, qui ne dialoguait pas, qui était vertical, jupitérien, souvenez-vous, en début de mandat. Il veut montrer tout simplement que dans cet acte 2 du mandat, il est, disons, dans une disposition de dialogue et de co-construction, comme l'on dit aujourd'hui, d'un certain nombre de politiques. Donc, je pense que finalement, ce passage, c'est surtout pour illustrer un état d'esprit qui vise à illustrer une transformation, là aussi, de la méthode Macron. Tendre la main.
tendre la main, d'autant plus qu'on est quand même, faut-il le rappeler, dans une séquence sociale où la question du dialogue social aussi se pose avec, faut-il le rappeler, la réforme des retraites qui arrive à l'horizon de quelques mois. Julia Mouzon. Oui, moi je partage ce qui a été dit. Effectivement, il y a une forme de confusion dans ce discours. Je pense que les élus locaux attendaient plus de clarté, plus de vision, plus d'aide, bien sûr, mais aussi même simplement plus de clarté dans la vision pour savoir où l'État va les emmener, où le gouvernement va les emmener, où la réforme, où la loi engagement et proximité va les emmener dans les prochaines années. Voilà, c'est vrai que moi je suis convaincue qu'il y a vraiment un décalage de ces agendas gouvernementaux et locaux, un décalage des compréhensions et qu'il faut encore travailler sur ce lien. Benjamin Morel, pour conclure en 30 secondes. Oui, on a l'impression en fait d'un discours qui était un peu obligé. Emmanuel Macron était obligé de venir à l'AMF et fondamentalement il n'avait pas de discours à faire. La loi engagement et proximité est déjà quasiment bouclée. La loi 3D est encore en gestation, on ne sait pas encore trop ce qu'il y a dedans. Donc, la loi de Jacqueline Gouraud. Voilà, il s'est replié sur un discours de politique générale qui ne s'adressait pas aux maires, dans un contexte où il était fondamentalement mal à l'aise. Il en a profité pour répondre à un certain nombre de polémiques nationales sur, on va dire, l'ensemble du territoire. Et en soi, à vouloir ménager la chèvre et le chou, on ne fait pas non plus quelque chose de merveilleux. Et ce sera l'expression de la fin, le mot de la fin. Merci. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Je vous propose à présent de vous faire votre propre avis, d'écouter en longueur l'intervention du chef de l'État. Voici son discours dans son intégralité. À tout à l'heure. Merci, mesdames. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de l'Association des maires de France, cher François Baroin, Mesdames et Messieurs les membres du bureau et du comité directeur, Madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations d'élus locaux, Mesdames et Messieurs les maires et présidents d'intercommunalités, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis. Merci d'abord de m'avoir permis de partager un instant à vos côtés l'hommage rendu au président Chirac, hommage affectueux et émouvant. Et merci de m'accueillir en cette deuxième journée, après avoir passé ces heures hier en particulier aux côtés de tous nos amis et collègues ultramarins que je reconnais dans cette salle et qui font face à beaucoup des défis qui sont ceux de tout le territoire français, avec en plus bien souvent des défis bien particuliers auxquels à chaque fois nous tentons de répondre. Merci Madame le maire de Paris, chère Anne, merci Monsieur le Président, cher François Baroin, Monsieur le Vice-président, cher André Léniel, pour votre accueil, vos propos, vos interpellations. Et merci à vous tous, Mesdames et Messieurs les maires, d'être là. Nous nous retrouvons, mais en fait, je ne crois pas que nous nous soyons vraiment quittés. À chaque fois que je me déplace dans l'Hexagone comme en Outre-mer, dans les circonstances tragiques d'une catastrophe naturelle, d'un attentat, comme dans les jours plus heureux, pour inaugurer tel projet qui se lance, telle réalisation qui aboutit, c'est votre visage à chaque fois que je vois parmi les premiers. Votre connaissance du terrain qui me nourrit, votre sens précisément du terrain qui m'apprend. Et puis, vous l'avez rappelé, il y a eu le grand débat. Ces dialogues que nous avons noués dans toutes les régions de France, à Grand-Bourtroul, à Souillac, Valence, Évry, Courcouronnes, Autun, Gargilès-Dampierre, Bordeaux, Gréoux-les-Bains, Angers, Saint-Brieuc, Cozzane, à l'Élysée et dans bien d'autres lieux. Ce fut ça pendant des mois, dans toutes les régions de France. Et j'ai tant appris de nos échanges. Tant appris, je dois dire, des aspirations de nos compatriotes, de leurs craintes aussi, face aux bouleversements contemporains qu'ils vivent dans leur quotidien et que vous partagez avec eux. Tant appris de votre sens du dialogue, de l'unité, de la proximité. Tant appris
oui, j'ose le dire, de vous. De ces débats que nous avons eus ensemble, que j'avais encore il y a quelques jours à Épernay avec le maire et son conseil municipal. Et, je dois bien le dire, si mon parcours avant de devenir président de la République diffère quelque peu de celui de Jacques Chirac, à qui nous venons de rendre hommage, et qui avait forgé sa vision de la France dans ses fonctions locales en Corrèze et à Paris, ou du président Mitterrand, qu'il avait forgé, et il le rappelait là aussi, durant ces décennies à Château-Chinon, ces heures passées à vos côtés ont agi et agissent pour moi comme un concentré d'expérience. Je ne suis certes pas maire d'une commune de France, mais je me sens chaque jour un peu plus à votre contact maire de la commune France, c'est-à-dire à la fois gardien de l'essentiel, l'unité de la nation, et du quotidien concret des vies, de la dimension humaine qui, à la fin, doit guider toute action publique. Alors, cher François Baroin, cher André Léniel, vous avez évoqué quelques sujets lourds. Finances locales, répartition des compétences, décentralisation, tous ont une importance capitale. Sur ce dernier, je reviendrai dans quelques instants. Sur les autres, je pourrais utiliser justement le même propos que François Mitterrand avait eu dans son discours de 1994. Si j'avais voulu répondre à ces sujets point à point, j'aurais fait ministre ou Premier ministre. C'est d'ailleurs pour ça que je vous les envoie durant tous ces jours. Mais comme vous, parce que les temps ont aussi changé, les exigences ne sont pas les mêmes, et vous me diriez, qu'est-ce que c'est que ce président qui ne répond pas à notre quotidien, alors que nous devons répondre au quotidien de nos concitoyens? Je vais quand même rentrer un peu dans le concret. Bon, sur la taxe d'habitation, j'ai déjà plaidé à plusieurs reprises. D'abord, permettez-moi de dire, la taxe d'habitation, comme les dotations, j'ai fait ce que je vous avais dit. Je suis venu à votre invitation durant la campagne présidentielle, je vous ai tenu ce discours. Exactement. Et j'ai demandé au gouvernement de le mettre en œuvre. Je crois que vous êtes attachés à la même forme de transparence. Il est bon que ce soit ainsi. Après, sur la taxe d'habitation, si durant votre campagne, beaucoup de vos électeurs vous reprochent la baisse, faites-le moi savoir. Et qu'ils viennent se plaindre. Et parfois, peut-être, vous aurez le droit d'empocher les félicitations qu'ils vous livrent à vous, et pas au gouvernement, parce que c'est ce qui va vous arriver. Et je me permettrai de dire que, contrairement à beaucoup d'autres réformes, celle-ci ne s'est pas soldée par la suppression de la taxe d'habitation pour la remplacer par un autre impôt local, ce qui fut toujours le cas jusqu'alors. Non, mais bien par la suppression d'un impôt compensé par l'État, qui descend en effet du département au bloc communal un impôt, mais qu'il compense par une part de transfert d'un impôt national. Et ça n'avait jamais existé, parce que ça veut dire que le payeur final de cette mesure, c'est bien l'État et ses économies. C'est une réalité. Quant aux compensations, les ministres, le Premier ministre y reviendra. Je vous ai entendu, j'ai déjà plaidé il y a 2 ans ici même les choses. Je l'ai expliqué plusieurs fois durant le grand débat. Si le système des dotations doit être rendu plus intelligent, je suis preneur de toutes les propositions. Il se trouve que le système d'aujourd'hui, il est voté par le Parlement sur la base des propositions du Comité des finances locales. J'ai compris que beaucoup y siégeaient. Simplement, le gouvernement vote une stabilité conformément à mes engagements. Enfin, le Parlement vote sur proposition du gouvernement conformément à mes engagements une stabilité. C'est une bonne chose. Mais la stabilité, elle s'accompagne ensuite de variations en fonction de la réalité. Si on perd des habitants, selon le potentiel fiscal, nous connaissons les règles. Si elles peuvent être rendues plus intelligentes, il faut le faire. Maintenant, vous avez raison, le système est imparfait. Il faut continuer de le transformer, de l'améliorer. J'y reviendrai dans quelques instants. Mais je crois que le moment que vit notre pays, que nous avons traversé ensemble ces derniers mois, le caractère parfois tragique de notre histoire, et vous l'avez rappelé, exige aussi que je puisse ici vous dire quelques mots
quelques convictions au fond, de la manière dont nous, ensemble, maire de France et président de la République, nous pouvons rassembler les Français. Comment nous pouvons ensemble faire en sorte d'être à la hauteur de ce moment. Car en effet, ce qui importe, et je ne considère pas pour ma part que ce que notre pays a vécu il y a maintenant 1 an, pendant des mois et des mois, soit totalement derrière nous. Cela vient de loin et cela durera. Cela exige beaucoup de force d'âme, de volonté, une volonté de transformer notre pays, d'agir, mais aussi tout en agissant d'unir et de rassembler, pour ne pas laisser de côté une partie de nos territoires, de notre peuple, et pour continuer à donner du sens à chacun. C'est bien cela dont je suis venu vous parler cet après-midi, avant tout. Trop de fractures. C'est le principal constat qui a émergé du grand débat national. Fracture territoriale, fracture numérique, sociale, identitaire, culturelle aussi. Trop de fractures. Comme si la France n'était plus une. Et à chaque fois qu'un républicain, comme vous l'êtes, comme je le suis, entend ainsi désigner la situation de notre pays, c'est toujours un déchirement. Précisément parce que la République est et ne saurait être qu'une. Parce que la République est et ne saurait être qu'indivisible. Cela ne veut pas dire qu'elle est la même partout, et vous êtes d'ailleurs les porteurs de cette diversité. Mais cette diversité ne doit pas diviser et justifier précisément que bloc à bloc, on finisse par penser le territoire ou la société comme séparés. Jamais je ne me résoudrai à ce que la France, la nation, se réduise à un archipel. Et donc notre rôle à nous, à vous qui êtes en charge de la commune, donc du commun, c'est de tout mettre en œuvre pour résorber ces fractures, c'est de faire bloc pour unir, pour rassembler les Français par notre action. Unir et rassembler, cela passe d'abord et avant tout, et je veux ici le rappeler, on l'évoque, je crois, souvent trop peu, par des rites républicains, dont pour les pratiquer, vous savez l'importance dans la vie d'une commune. Les cérémonies commémoratives en sont, qui rappellent régulièrement aux Français les liens de sang qui ont façonné leur liberté. Et je veux ici vous remercier toutes et tous pour votre implication lors de l'organisation du centenaire de la Première Guerre mondiale, comme dans les différents anniversaires et commémorations des débarquements de Normandie ou de Provence et de toutes ces célébrations, encore ces jours derniers. L'année 2020 sera de ce point de vue particulière. Nous célébrerons, entre autres, tout à la fois les 80 ans de l'appel du 18 juin, les 120 ans de la naissance du général de Gaulle, les 150 ans de la Troisième République, quelques autres anniversaires importants. Vous serez une fois encore au rendez-vous. Mais ces rendez-vous ne sont pas des habitudes. Ces rites, précisément, donnent du sens, dans nos communes, partout dans la République, à ce lien de sang, à cette part d'histoire qui nous a fait libres. Et j'en sais toute l'importance dans les temps que traverse notre République. Ils sont autant d'occasions de rassembler les générations, de ne pas oublier, de comprendre, de continuer d'associer toutes et tous, d'éduquer, en impliquant plus profondément, comme nous sommes en train de le faire, l'école, et d'agir. Unir et rassembler, c'est aussi par notre action collective, notre ambition. Cela signifie, en quelque sorte, recoudre cette France trop souvent déchirée. Déchirée entre la ville, les banlieues, les différents quartiers, les campagnes, avec, je le sais, un exercice du mandat de maire parfois particulièrement difficile dans nombre de ces endroits. Alors, ce que nous avons collectivement à faire, c'est un nouvel aménagement de notre territoire. Je dis collectivement parce que c'est à la fois le gouvernement, mais avec lui, les régions, les départements, les intercommunalités et les communes qui ont ce travail à faire, car toutes les compétences rassemblées sont à mobiliser.
Il n'y a pas de fatalité à ces divisions. Je m'y étais engagé, le gouvernement a pris des mesures fortes à vos côtés qui marquent là aussi un retour de l'État. Le plan Action Cœur de Ville pour redynamiser les centres des cités moyennes, l'agenda rural porté par la concertation sur vos propositions, avec plus de 170 actions proposées par la ministre pour nos villages, l'installation de France Service dans chaque canton. J'inaugurerai le premier France Service vendredi à Amiens. Le plan de mobilisation nationale pour nos quartiers, le plan très haut débit, le développement d'infrastructures de proximité pour que ne demeure aucune zone blanche en matière de transport. Et de ce point de vue, merci, Président, ce que vous avez dit sur les concertations en la matière. La loi d'orientation pour les mobilités devrait être ainsi votée ce soir à l'Assemblée nationale. La création, sur la base d'une idée soumise par l'AMF, d'une agence nationale de la cohésion des territoires, mettant à disposition des collectivités de nouveaux moyens d'ingénierie pour accompagner les projets, pour aider aux investissements plus faciles, car ce qui bloque souvent, c'est le manque de moyens, on le sait bien, la difficulté de porter tel ou tel projet, d'avoir les compétences, les bonnes personnes. Jamais autant n'avait été fait pour que ce beau principe républicain, l'égalité, ne s'applique pas seulement aux femmes et aux hommes, mais aussi aux territoires. Pour que la République porte une même attention à notre capitale qu'aux villages de quelques âmes, aux grandes villes qu'aux cités moyennes. Nous arrivons tard, je le sais. Et je vous écoutais tout à l'heure et j'entends pleinement vos arguments. Attaquer des projets de regroupement forcé, de précipitation, de baisse drastique de dotation sur tel ou tel projet. Mais je voudrais ici, de là où je suis, défendre le Premier ministre et son gouvernement. Parce que je n'ai pas le sentiment que tout ce que vous avez décrit depuis tout à l'heure soit des mesures qui aient été portées par ce gouvernement ou votées par cette majorité. Et j'ai peur que, comme ça peut vous arriver souvent d'ailleurs dans votre action, il n'ait eu à subir depuis 2 ans et demi les conséquences de beaucoup de réformes qui venaient parfois de loin, alors même que son action essayait de mener le contraire. Je ne vous demande pas la patience, vos concitoyens ne vous la donnent pas. Mais je nous demande collectivement le discernement, qui est de ne pas reprocher aux uns les causes qui viennent d'ailleurs, et de savoir reconnaître de manière un peu juste ce qui est fait. Mais tout cela est une épreuve, parce que nous venons de loin, parce que parfois des bonnes décisions n'avaient pas été prises suffisamment tôt, parce que le monde tel qu'il s'organise aussi a accéléré les phénomènes de concentration, la métropolisation qui n'est pas le fait de décisions, quelles que soient d'ailleurs les majorités, mais qui s'observe partout dans le monde, qui est le regroupement des talents, des énergies dans quelques villes, quelques pôles d'attractivité, mais qui a parfois été aidé par la concentration autour de grandes régions, de capitales régionales, et les concentrations à Paris ou dans ces capitales-là de certains de nos choix. Nous arrivons donc à un moment critique, mais je ne crois pas, là aussi, qu'il y ait de fatalité, et je veux être jugé sur les actes. Les actes, c'est une augmentation de la couverture numérique du territoire inédite. 14 000 lignes de fibre optique sont tirées chaque jour ouvré, depuis janvier 2019. 4 millions par an. Nous serons donc au rendez-vous du haut débit pour tous en 2020 et du très haut débit pour tous en 2022, comme je m'y étais engagé, en juillet 2017. Les actes, c'est l'ouverture des 460 premiers France Service en janvier 2020. 2000 nouveaux cafés dans nos petites villes d'ici quelques mois dans le cadre de l'agenda rural. Les actes, c'est la transformation en cours des logements des centres-villes et des quartiers, le choix résolu de privilégier le commerce de proximité pour revitaliser les centres-villes. Les actes, ce sont les 42 quartiers de reconquête républicaine qui bénéficient de renforts policiers spécifiques. Les actes, c'est ce travail quotidien résolu pour faire en sorte que chaque terre de France soit une chance pour celles et ceux qui y vivent, par plus de stages proposés, par les emplois francs développés, par une nouvelle ambition donnée à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine avec des délais raccourcis et les nouveaux engagements en termes d'investissement que j'avais pris. Les actes, c'est cela. C'est en train de se déployer, cela va continuer d'arriver et c'est une transformation indispensable. Mais ça veut dire que collectivement,
Ce que nous avons à faire, c'est réinventer notre territoire. Et il n'y a en la matière pas de fatalité, comme je le disais. Les métropoles sont là. Ce à quoi nous avons à travailler, beaucoup des maires, qu'ils soient à la tête de ces métropoles ou dans leur périphérie, le savent. C'est une nouvelle coopération entre ces territoires. Par ces décisions prises, mais aussi par les décisions qui sont prises au sein des structures intercommunales comme entre elles, pour permettre une mobilité plus adaptée, pour apporter des réponses en termes de pouvoir d'achat à celles et ceux qui travaillent dans ces métropoles, mais souvent ne peuvent pas y vivre. Et nous avons entendu là aussi ce message. Cette réinvention de notre territoire collectivement, c'est la capacité que nous devons donner dans nos quartiers les plus difficiles, les plus pauvres, à accéder aux meilleures formations, ce que nous sommes en train de faire, à l'égalité de la formation supérieure, à l'emploi sans stigmatisation, ce qui est aussi les réinventer, permettre d'en tirer toute l'énergie, parce qu'ils ont une ressource, c'est la vitalité démographique. C'est de réinventer par le télétravail les mobilités que vous portez et les projets innovants, j'y reviendrai, des coopérations dans le rural. C'est la redynamisation de nos centres-villes qui ont été désertés totalement par les commerces, parfois les habitants, parce que des choix ont été opérés dans les années 80 et 90 qui ont conduit au fond à séparer notre espace selon les usages. Les gens n'en veulent plus. C'est aussi au titre de cela que j'ai été conduit à refuser certains projets que je ne considérais plus comme du jour. Le temps est à la redéfinition de l'espace et d'un commun. Nos concitoyens veulent vivre près de l'endroit où ils travaillent, pouvoir plus facilement travailler là où ils vivent, pouvoir plus facilement accéder à un commerce de proximité, de nouvelles formes de contact, de la culture. Ils ne veulent plus cet espace séparé selon les temps, où l'on dort à un endroit, où on va travailler à un autre, où l'accès à la culture est ailleurs. Et c'est d'ailleurs cohérent avec le projet écologique que collectivement nous poursuivons. Il nous faut donc retisser cela. Cela va prendre du temps. Ça dépend de votre engagement, de la clarté de nos choix et des instruments qui sont mis à votre disposition. Mais je crois très profondément que par toutes ces initiatives prises, et j'aurais pu citer encore beaucoup d'autres, celle des territoires d'industrie, car là aussi, nous sommes en train de reconquérir notre industrie. Pour la première fois depuis 12 ans, nous recréons dans notre pays de l'emploi industriel. Nous réouvrons des usines dans des endroits qu'il avait délaissés. Parce qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a des projets qu'on doit vous aider à porter, des investissements qu'il faut faciliter, et des règles, lorsqu'elles sont plus claires au niveau national, qui permettent enfin de réinvestir, de réembaucher. Plus de 500 000 emplois créés en 2 ans. Ça aussi, c'est pour cette ambition des territoires. Et donc, cet aménagement nouveau de notre territoire, il est à construire à travers ces projets, ces nouveaux instruments, et une ambition qui nous permettra de bâtir les nouvelles formes du vivre ensemble, de l'habiter, du déplacement et du travail, dans une puissance économique, solidaire et environnementale du XXIe siècle, celle que nous voulons bâtir. Unir et rassembler, c'est notre viatique. C'est aussi tenir la cohésion du pays dans les dures épreuves des temps. Vous avez rappelé les événements tragiques, ceux de 2015, ceux aussi que nous avons vécus ces derniers mois, ces dernières semaines. Ces événements, qu'il s'agisse du terrorisme, des attaques, des violences urbaines, ont touché à chaque fois au premier chef. Vous savez ô combien, Madame la maire de Paris, les maires que vous êtes. Ces événements ont bousculé notre pays, charriant les peurs, les angoisses, les tensions et parfois d'ailleurs, laissant monter l'esprit de division et les confusions. Face à de tels enchaînements, notre responsabilité collective est de ne jamais jouer sur les peurs, de ne jamais rien céder aux haines, d'éviter aussi la précipitation, parfois pour apporter les bonnes réponses. Opposer au tourbillon des amalgames la sérénité claire des principes républicains. Faire en sorte que le fil du dialogue entre les Français jamais ne se rompe. À ce titre, je veux dire ici combien les mots
qu'ont eu les maires de chacune des communes concernées par les événements que je rappelais ont sonné juste, qu'ils étaient à chaque fois frappés d'un grand sens de la République et de son unité. Mais les mots n'épuisent pas ce que doit être notre réaction collective face au regain des passions, de la division et de la haine. Ce qu'il nous revient de bâtir, c'est la République en actes, qui unit les Français, tout simplement, parce que la loi s'applique à tous et en tout point du territoire. Aussi, devons-nous travailler ensemble pour assurer la sécurité de tous nos concitoyens au quotidien, lutter contre les incivilités, la délinquance, la violence, qui minent au premier chef la cohésion du pays. Je sais que c'est votre engagement premier, là aussi, parce qu'à chaque fois, vous me sollicitez, vous proposez d'ailleurs, bien souvent. Nous prenons depuis 2 ans et demi nos responsabilités en la matière avec une volonté forte. Des policiers et des gendarmes plus nombreux sur la voie publique. C'est l'engagement de recrutement de 10 000 postes supplémentaires. Les premiers qui sortent de formation sont en train d'arriver sur le terrain. Et il est vrai, ils sont particulièrement nombreux dans ces quartiers de reconquête républicaine où l'effort est mis en priorité. Mais c'est aussi dégager du temps sur le terrain pour nos policiers et nos gendarmes, en investissant dans la procédure pénale numérique, en allégeant ce qui a été fait dans le cadre de la loi justice, les tâches administratives. C'est aussi le choix qui a été fait, après des années sans que le sujet ne soit jamais ouvert, de décider du paiement des heures supplémentaires des policiers. Parce que les heures payées, c'est plus de présence sur le terrain. C'est donc du temps utile pour vous. Cet effort se poursuivra, il est indispensable et c'est notre engagement. Mais, et vous le savez aussi, la sécurité du quotidien dépend de vous, de la qualité des coopérations entre la police nationale et municipale, entre les préfets et les élus que vous êtes, et de poursuivre ce travail amplement engagé. Nous avons, à ce titre d'ailleurs, obtenu des avancées réelles grâce à l'initiative des parlementaires. Je pense en particulier à cette loi sur les rodéos, élaborée ensemble et qui permet aujourd'hui de saisir les véhicules et qui permet, lorsque le travail est fait en partenariat sur le terrain, d'agir beaucoup plus efficacement. Dans 3 cas sur 4, police municipale, les forces de sécurité intérieure sont liées par une charte de coopération qui organise échange d'informations, partage de moyens techniques et numériques, formation et parfois même patrouille commune. Mais là aussi, nous pouvons encore faire davantage, faire mieux. C'est pourquoi je demande au gouvernement d'étudier toutes les propositions qui sont faites par les différentes associations pour améliorer ce qu'on appelle parfois le continuum de sécurité, c'est-à-dire la mobilisation de tous les acteurs, forces de l'ordre, police municipale, agents techniques aussi parfois, de différentes mairies, forces et sociétés de sécurité privées, pour agir de manière encore plus efficace contre les incivilités, la délinquance et poursuivre le travail. Des propositions très concrètes ont été faites par plusieurs d'entre vous. Et je souhaite qu'on puisse regarder avancer. Certains fichiers pourraient être mieux partagés, je le sais bien, ceux des véhicules volés par exemple. On pourrait agir plus efficacement et plus concrètement. Regardez si certains pouvoirs de police ne pourraient pas être délégués dans certains cas. Les dépôts, la verbalisation des poids lourds. Il y a des choses très concrètes que vous appelez de vos vœux, qui permettraient d'ailleurs non pas à l'État de se désengager, je le dis ici clairement pour lever toute ambiguïté, mais de mieux coopérer et de permettre aux maires qui le souhaitent de faire davantage, plus efficacement, plus simplement. Le gouvernement sera au rendez-vous et ces propositions auront donc une réponse. Mais au-delà de cette sécurité du quotidien, de ces incivilités, il y a bien entendu ce que notre pays continue de vivre, le terrorisme et le sujet de la radicalisation qui aussi appelle une action conjointe. J'ai évoqué il y a quelques semaines la nécessité de bâtir une société de vigilance, c'est-à-dire la mobilisation de tous pour lutter contre ces reculs insidieux de la République qui trop souvent se transforment en drame. Vigilants, en vérité,
nous le sommes déjà ensemble. 150 chartes ont ainsi été signées dans l'ensemble des communes concernées par des individus suivis pour radicalisation. Et depuis un an, sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur, comme je m'y étais engagé devant vous, les maires ont désormais droit d'en connaître. Le préfet vous informe régulièrement de l'état de la menace et peut vous transmettre des éléments nominatifs confidentiels. Là encore, comment ne pas voir que vous êtes, vous les maires, en permanence au contact et donc les mieux placés aussi, bien souvent, pour percevoir les signes faibles d'une dégradation de la situation, d'un glissement, et donc être des acteurs à part entière de cette société de vigilance, c'est-à-dire une société de l'attention collective et donc de l'action. État et communes sont les bras armés d'une République qui protège, d'une République qui avance aussi et s'impose dans chaque hall d'immeuble, dans chaque rue, dans chaque terre de France. Bien évidemment, évoquant ces sujets, je ne peux, bien entendu, rester silencieux sur la question du communautarisme, de l'islamisme politique, tant évoqué ces dernières semaines et ces derniers mois dans notre pays. Je ne veux rien cacher ici de la réalité que beaucoup d'entre vous vivent. Dans certaines communes, dans certains quartiers, progresse depuis quelques années un projet de séparation d'avec la République. C'est une réalité. Ce sont les revendications sur les horaires réservés aux femmes dans les piscines, ces espaces publics où la mixité n'est plus possible. Ce sont ces pressions exercées dans certains services publics, certaines entreprises. Ce sont aussi des services communautaires qui cherchent à se substituer à la République. Et les déscolarisations d'enfants auxquelles on assiste dans trop d'écoles. À chaque fois, les maires sont en première ligne. L'État agit et continuera d'agir. Nous n'avons pas attendu ces dernières semaines et les débats qui parfois ont pu voir le jour. Non, les lois ont été prises et les actions ont été conduites en la matière, avec efficacité, tout particulièrement par le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Éducation nationale, grâce là aussi à des initiatives parlementaires salutaires sur ce sujet. 12 lieux de culte ont ainsi été fermés, 4 écoles hors contrat, 9 établissements associatifs, près de 130 débits de boissons, toujours avec la coopération des maires. Cette action continuera d'être menée. Et nous devons, là aussi, faire plus. Ne jamais vous laisser isoler dans ce qui est un des grands combats républicains contemporains. Tout le gouvernement est mobilisé et continuera d'agir. Le ministre de l'Intérieur donnera des instructions nouvelles au préfet dans les prochains jours en la matière. Et le gouvernement portera des actions concrètes nouvelles dans les prochaines semaines sur ce sujet. Mais là aussi, je veux nous appeler collectivement à ne pas tout confondre. Dans les débats qui souvent se nouent sur ces sujets compliqués, on confond tout. On confond bien souvent la laïcité, la civilité et l'ordre public. La laïcité, elle a un cadre, la loi de 1905. Il a été complété par des lois plus récentes, importantes, qui ont été le fruit d'ailleurs de longues concertations. C'est un cadre de liberté et de respect, la liberté de croire et de ne pas croire. C'est un cadre de neutralité. Ça n'est en aucun cas un cadre de combat ou d'exclusion. Ça n'est pas la notion qui doit nous conduire à mettre dos à dos, front à front, une part de la société française contre une autre. Ce serait une profonde erreur historique et une faute lourde politique. La laïcité, elle a ce cadre. Faisons-le appliquer. Respectons-le partout. C'est à cela que j'appelle le gouvernement. Mais bien souvent, ce qui traverse notre société, ce sont les sujets que je viens d'évoquer, légitimes, qui touchent la civilité, l'égalité entre les femmes et les hommes, le respect des lois de la République,
l'ordre public. Et c'est là qu'il nous faut collectivement nous réarmer, peut-être prendre des lois nouvelles, des décisions plus fortes. Mais ne confondons pas tout. Faisons-le avec la force de la République qui unit, jamais avec l'esprit de division. Il est inefficace et produit le pire. Et donc le gouvernement sera au rendez-vous de cette ambition en suivant ses principes. Et puis, et ça vous touche tout particulièrement dans les débats récents, un sujet est venu, celui des listes communautaires. Je suis sur ce point pragmatique et ouvert à toutes les propositions, à la condition qu'elles soient efficaces et que là aussi, elles respectent nos principes. D'abord, vous êtes, je pense, toutes et tous attachés à ce qui fait notre vie politique, qui est aussi un principe de liberté. Comment définirait-on les listes communautaires? Qui en serait le juge? Selon quels critères? La vie politique est ainsi faite que les choses peuvent changer. Nous avons des règles claires. Faut-il ici les bousculer? Parce que soudain les esprits s'échauffent. Je nous appelle collectivement à la prudence, pas la prudence qui mène à l'inaction, non, celle qui conduit à ne pas renoncer aux libertés de la République, parce que le pire est parfois là, celle qui nous conduit aussi à voir toutes les conséquences de ce qu'on propose. Et puis, surtout, il ne faut pas en la matière avoir quelque naïveté que ce soit. Il ne s'agit pas de proclamer l'interdiction pour régler le problème. Nous avons eu dans d'autres temps de la République ces débats. Fallait-il interdire des listes antisémites pour réussir à chasser ces idées de la société française? Qui peut penser d'ailleurs que de telles listes se présenteront à visage découvert, avec spontanéité et clarté? Non, si les choses étaient si simples, nous n'aurions pas tant de difficultés. Ceux d'entre vous qui sont confrontés à ces phénomènes le savent. Ceux qui développent un projet communautariste, cet islam politique que j'évoquais, un projet de division de la nation en détournant une religion de ses fondements, très souvent se cachent, se dissimulent. C'est là toute la difficulté. Et donc, ce qui compte, c'est le combat politique en actes. Ce qui compte, c'est l'intransigeance républicaine. Quand la prééminence de nos lois est remise en question, quand l'égalité entre les femmes et les hommes est combattue, remise en cause, ce qui compte, c'est de faire tomber les masques de ceux qui combattent la devise inscrite sur les frontons des mairies qu'ils convoitent. Et ce combat, je sais que je peux compter sur vous pour le mener, sur tous les maires de France, pour le mener et pour l'emporter. Et je veux vous dire une chose, vous pourrez compter sur moi, mais en actes, au quotidien, chaque jour, pour les débusquer, les combattre, fermer les associations, fermer les écoles quand elles ne respectent pas absolument les lois de la République. C'est ainsi qu'il faut mener ce combat. Je ne crois pas autrement. Et donc là aussi, sur ce sujet, le gouvernement poursuivra avec l'ensemble des forces politiques de notre pays le travail pour rassembler les meilleures idées, avancer et agir. Mesdames et messieurs, préparant ma venue parmi vous, je relisais aussi l'histoire des congrès des maires de France et ce faisant l'histoire des maires de France. Et je me faisais cette réflexion toute simple, en quelque sorte, quand on reprend à la cavalcade cette odyssée commune depuis la Révolution française. À chaque fois qu'il a fallu bâtir la République, ses grands projets, construire son avenir, cela s'est fait dans et à travers, par les maires. La liberté, la République et la démocratie neuve dès la Révolution française, la construction de la République dès les lois de 71 et 72, d'abord par les conseils départementaux, puis par la loi de 1884, par le rôle qu'on donne aux maires, et la construction de notre école de la République, de nos écoles dans chaque commune, bien souvent aussi des infrastructures, c'est faite par ce truchement. Et la solidité que notre République a su bâtir entre la défaite de 70 et 1914, c'est ce moment inouï où la République a su construire une espèce de pacte, d'ambition et de contrôle réciproque avec les élus locaux et ceux de la République. Permettre que
rien ne soit remis en cause si le pire devait advenir à Paris, avec les pouvoirs donnés dès 71 et 72 au niveau du département, en 84 aux communes, et permettre d'avancer avec des projets concrets. La solidité de notre pays, elle procède de ce temps incroyable. Et à chaque moment que la République a été bousculée par des doutes, par le pire, parfois bousculée en son sommet, elle a su retrouver ce socle, cette action concrète, cette stabilité des valeurs et des principes auprès de ses maires. Et il en est de même dans le moment que nous vivons. Nous sommes dans un moment particulier de notre pays, mais il suffit de regarder autour de nous pour nous apercevoir que nous sommes dans un moment historique pour toutes les démocraties occidentales, et au fond pour le monde entier, un moment de doute, de crise. Regardez autour de nous. Qui a un gouvernement stable, de majorité claire? Qui a une vie démocratique innocente, placide? Je cherche les paradis, les exemples, je n'en trouve pas. C'est bien parce que nous avons collectivement de nouveaux défis à relever. C'est que nous vivons la fin aussi d'une époque de transformation profonde, peut-être que nous n'avons pas toujours su prendre à temps, mais aussi des défis contemporains qui agitent les peurs. Le défi technologique, le défi climatique, le défi démographique et la brutalité de ce monde contemporain. Pour réussir ces transformations, comme à chaque fois que la République a été confrontée à ces grandes bourrasques, j'ai besoin de vous et c'est ensemble que nous bâtirons cette action utile. C'est aussi pour cela, fort de ce temps passé ensemble, de ces mois de débat de commune en commune, mais aussi de cette conviction chevillée au corps et inspirée par notre histoire, que cet acte 2, comme je l'ai appelé, du mandat qui m'a été confié par les Français, je l'ai voulu le bâtir autour de quelques sujets où votre rôle est déterminant. Je ne les couvrirai pas tous, mais je veux ici simplement en mentionner deux. Le premier, vous l'avez évoqué un instant, c'est celui de la transition écologique, de l'environnement. Elle se joue bien sûr sur le plan international. La France est au rendez-vous dans les négociations entre États sur les baisses des émissions de gaz à effet de serre, la préservation de la biodiversité, la constitution d'un droit environnemental contraignant. Et vous savez l'engagement de la France sur tous ces sujets. Elle se joue en Europe. Et vous savez combien la France porte une ambition climatique et environnementale dans notre Union européenne. Elle se joue aussi au niveau national. Et là également, le gouvernement prend ses responsabilités. Je connais peu de pays qui ont assumé la fermeture de toutes leurs centrales à charbon, la fin de l'exploitation des hydrocarbures, un plan pour la biodiversité. Ça a été fait. Et c'est en train de s'appliquer. Et ce n'est qu'un début de l'action qui est en train d'être conduite. Et la Convention citoyenne, cher Président, qui est en train de travailler au CESE en ce moment même, proposera au gouvernement, à moi-même, de nouvelles actions concrètes qui scanderont notre travail collectif dans les prochains mois. Mais en vérité, là aussi, c'est bien dans les territoires et par les communes que la transition se fait concrètement. La protection des espaces, la lutte contre la pollution, eaux usées comme déchets, et donc le combat pour la biodiversité, c'est vous. Les plans pour décarboner les transports, pour rénover les logements et donc emporter la bataille de la baisse des émissions de gaz à effet de serre et du climat, c'est vous. Bien sûr, l'État doit fixer un cadre, une direction, donner des instruments. Mais ensuite, c'est aux communes qu'il importe de faire, très souvent. Et c'est d'ailleurs là que les initiatives les plus innovantes, bien souvent, ont été prises. Les maires ont un rôle clé, ils ont aussi une connaissance du terrain, de ses contraintes et parfois des tensions que ces sujets peuvent faire naître. Un maire sur 5 est agriculteur ou ancien agriculteur, ce qui donne une expérience. Et je dois le dire aussi, bien souvent, quelques bons sens. Cette transition, elle est complexe. Et là aussi, je vois qu'il y a des intéressés dans la salle. C'est statistiquement, normalement, vérifié. Cette trame des territoires, elle implique du bon sens. Et là aussi,
de savoir gérer les choses sans, je dirais, conflit inutile. Ce rôle en matière d'écologie, je commencerai par là, ne doit pas vous conduire à prendre des décisions qui ne relèvent pas du pouvoir de police du maire. La toxicité d'un produit chimique, ça n'est pas la compétence du maire. Et je vais vous dire, c'est une bonne chose pour vous. Quand je vois des maires qui prennent des arrêtés pour interdire des pesticides dans leur commune, quel sens ça a? Est-ce que la toxicité de ce pesticide, elle ne serait pas la même à Plougastel ou à Morlaix? Aucun sens. Aucun sens. Il y a peut-être plus de fraises d'un côté que de l'autre. C'est vrai. Et donc, c'est pour vous protéger aussi que ce pouvoir n'est pas donné, sinon ce sera la guérilla terrible et surtout l'incompréhension généralisée. Et donc, en la matière, j'en appelle à la modération. Mais, au-delà de cela, vous avez un rôle essentiel et je voulais aussi apporter quelques clarifications. Si nous voulons aller plus loin, nous devons bâtir, avec vous sur les territoires, des filières d'économie circulaire, luttant activement contre le gaspillage. En la matière, vous avez d'ailleurs bien souvent pris vous-même des décisions. C'est pour cela que, sur ce sujet, et sur un sujet particulièrement sensible comme celui de la consigne des bouteilles plastiques, rien ne sera fait sans l'accord des maires. C'est bien dans ce sens. C'est bien dans ce sens que j'ai demandé au gouvernement de poursuivre le dialogue au Parlement, conforter ceux qui ont pris de l'avance et investi, aider, faire, parce que nous devons avoir une réponse forte et ambitieuse en la matière. Nos concitoyens l'attendent. Mais on ne doit pas pénaliser ceux qui se sont organisés parfois il y a plusieurs années et ont pris des investissements utiles et ceux qui ont trouvé la bonne organisation. Ça doit donc passer par une indispensable concertation. Oui, je crois à une écologie de la liberté, de l'innovation, je crois dans l'écologie des territoires et la capacité qu'on donne à ces derniers de trouver les bonnes solutions. Je crois dans ceux d'entre vous qui innovent pour préserver les espaces naturels et agricoles, planter des forêts urbaines, encourager la conversion des exploitations agricoles vers le bio et la haute valeur environnementale, qui développent des plans alimentaires territoriaux pour approvisionner les écoles et les marchés en circuit court, dans ceux d'entre vous qui développent massivement des transports en commun propres, le bus à hydrogène, les nouvelles solutions pour remplacer la voiture, les véhicules en autopartage, les navettes, y compris dans le rural, et les pôles d'échange, qui pensent la ville du vélo, de la marche à pied, dans ceux qui inventent les réseaux intelligents qui permettront d'intégrer les énergies renouvelables par essence intermittente dans les systèmes électriques des villes, qui investissent pour la rénovation thermique des bâtiments municipaux, des logements. Tout ce que je viens de dire est en train de se faire. Et la loi d'orientation pour les mobilités, largement concertée, donne aux régions un rôle très important et aux communes un rôle à leur côté. Et c'est donc un cadre, des instruments, une clarté de financement. Mais là aussi, nous sommes en train de construire cette écologie concrète. Vous êtes en train de le faire. Ce qu'on doit apporter, c'est le cadre clair, les responsabilités, ce que permet la loi d'orientation, et les financements pour l'accompagner. Les contrats de transition énergétique permettent, dans certaines situations difficiles de le faire. La clarté qui sera donnée sur les dotations qui accompagnent la loi en sera une autre. Et je souhaite que les prochains mois soient scandés par de nouveaux appels à projets pour accompagner très clairement tous ces projets aussi que je viens d'évoquer dans le cadre et l'architecture de la loi qui a été largement concertée et qui sera de manière imminente ainsi votée. L'écologie du quotidien, l'écologie concrète, l'écologie française, c'est celle de nos territoires, celle en action. Et c'est pourquoi, là aussi, je crois très profondément, comme lorsque la République a eu à bâtir son école, votre rôle est indispensable. Le deuxième sujet sur lequel je voulais attirer votre attention et vous dire combien, au fond, nous avons aujourd'hui pour mener cette action besoin de vous, c'est celui de la République sociale, solidaire, de ce solidarisme contemporain auquel je crois profondément. Dans votre quotidien, vous êtes confrontés, et vous avez apporté nombre de ces missions, bien souvent d'ailleurs en lien avec les départements qui en la matière jouent un rôle essentiel, cher Président. Vous avez
à vous occuper des personnes éloignées de l'emploi avec les missions locales, celles en situation de difficultés ponctuelles ou durables avec les CCAS, l'accompagnement des personnes âgées, les situations liées justement aux demandes d'asile et aux migrations que sur beaucoup de nos territoires nous connaissons. Tous ces sujets sont majeurs, je n'y reviendrai pas. Vous êtes aussi au cœur d'une ambition économique indispensable. Mais il y a deux politiques, deux actions sociales indispensables à notre République et à la construction de cette République solidaire du XXIe siècle où votre rôle est décisif. C'est l'école et la santé. Deux sujets qui, à mes yeux, caractérisent l'État-providence du XXIe siècle que nous sommes en train collectivement de bâtir, auquel je crois profondément, qui est celui où l'on investit sur les personnes. Pas celui où on administre les choses, non, mais où on décide d'investir sur nos concitoyens pour les aider à choisir leur vie, à la bâtir là où ils sont. Et là, votre rôle, comme il l'a toujours été, est éminent. L'éducation. Vous savez l'ambition qui est la nôtre, merci Président de l'avoir rappelé, elle est partagée, elle m'a conduit d'ailleurs parfois, là aussi, à corriger des choses qui étaient faites. Je le disais, tellement partagée que je me suis engagé à ce qu'aucune école ne soit fermée sans l'accord du maire. Et depuis que j'ai pris cet engagement, c'est ce qui a été fait par le ministre de l'Éducation nationale avec une grande vigilance qu'il a encore rappelé. Priorité donnée à l'école primaire, parce que c'est là que se nouent les inégalités. Réforme du lycée, réforme de l'orientation. Jamais on n'a vu en si peu de temps, sauf à revenir à ces temps inauguraux de la République que je rappelais tout à l'heure, des investissements et de tels changements. Je sais aussi les inquiétudes. Comment financer les ATSEM supplémentaires face à l'augmentation des effectifs induite par l'école obligatoire des 3 ans? Comment prendre en charge les dépenses immobilières liées au dédoublement des classes de CP, CE1, CE2? Le sujet des grandes sections maternelles? Je veux ici rassurer, je sais les discussions en cours et vous aurez l'occasion d'y revenir avec le ministre. L'État a accompagné à hauteur d'un peu plus d'une dizaine de millions d'euros. Et c'est vrai, pas la totalité de ce qui a été investi, et je remercie toutes les communes qui ont beaucoup fait sur le sujet, et nous continuerons d'accompagner. Et là aussi, ce dialogue continuera de se faire, parce que nous avons besoin de cette ambition collective, parce que nos enfants, pour pouvoir bâtir leur vie, ont besoin d'une école ainsi construite avec moins d'élèves par classe, et avec les réformes qui ont ainsi été décidées. Parce que aussi, nous avons besoin, pour réattirer des familles dans certains endroits, dans certains quartiers ou dans une part de notre ruralité, de leur offrir des écoles de qualité. C'est ça l'objet de ces réformes. Nous travaillons également ensemble à installer dans tous les territoires de France des CFA, de nouvelles antennes du CNAM, des unités d'enseignement supérieur, comme ces campus connectés dont l'objectif est de permettre à des étudiants habitant dans des territoires éloignés des grandes villes de bénéficier d'une offre complète de formation. Ce que nous allons déployer dans les prochains mois, ce que j'ai demandé au gouvernement de faire, c'est à rebours de ce que vous avez bien souvent vu, d'ouvrir dans des villes moyennes qui n'ont pas aujourd'hui d'université, pas de formation supérieure, des antennes d'université, certaines formations professionnelles ou académiques, et parfois les deux, pour permettre de se former au plus près de chez soi et répondre ce faisant aussi à des problèmes bien souvent de mobilité, de coût du logement dans les métropoles, de rareté du foncier que nous avons à vivre par ailleurs. C'est là aussi ce projet d'aménagement du territoire que j'évoquais tout à l'heure, qui est un pragmatisme que nous déclinons pour l'ambition scolaire. L'école de la République, celle de Jules Ferry, qui est enracinée dans chaque terre de France, s'est historiquement construite dans ce main dans la main entre le gouvernement et les maires. Et c'est ce fil qu'il nous faut tisser encore et encore. Et puis le second pilier de cette République sociale, c'est la santé. Là aussi, vous n'avez pas attendu le gouvernement. Sur ce sujet, je dois bien le dire, j'avais envoyé au moment du grand débat des questions, mais celle qui est le plus remontée, et de très loin, spontanément, à chaque fois, c'est la santé. Disant d'ailleurs l'urgence de notre inorganisation collective et des errements de plusieurs décennies. Déserts médicaux d'un côté, surpopulation dans les urgences de l'autre,
Centres hospitaliers et professionnels qui n'arrivent plus à faire face à la demande sur certains territoires, disparition dans d'autres. C'est le fruit, là aussi, de dogmes qui ont longtemps vécu. On dépensera moins s'il y a moins de médecins. Bizarrement, les gens n'ont pas été moins malades. Et donc, nous voilà avec un système de santé sur lequel il faut tout à la fois réinvestir, mais qu'il faut aussi réorganiser. Je veux saluer ici l'engagement que depuis plusieurs années vous avez pris avec beaucoup de conviction pour développer des réseaux, porter des projets, ouvrir des structures. L'engagement que j'avais pris devant vous, c'est d'accompagner cela pour doubler les maisons de santé. C'est ce qui sera fait et nous sommes sur cet objectif. L'engagement, c'est aussi pour répondre à vos besoins. Une réforme plus en profondeur qui a été annoncée il y a un an dans le cadre du plan Ma Santé 2022 et qui là vous touche directement. La suppression du numerus clausus, mais ça touchera nos successeurs parce qu'on met 10 ans au moins à former un médecin. Mais collectivement, nous devons agir pour l'avenir. Le recrutement de 600 médecins salariés que nous commençons à déployer dans les territoires les plus carencés, dès à présent. Le développement de la télémédecine, le renforcement du rôle des infirmiers, l'ouverture de 1000 maisons de santé, comme je le disais, et l'encouragement à vos côtés de ces maisons de santé pluridisciplinaires en finançant ces assistants médicaux pour encourager les professionnels à venir et faire que les projets immobiliers que vous avez souvent portés soient accompagnés par des projets médicaux et que ces derniers soient aidés. Aidés en leur payant cette assistante médicale qui vient, ou cet assistant médical qui vient les décharger d'actes médicaux et leur permettre de mieux travailler sur vos territoires. Là aussi, rien ne se fera sans vous. Il y a des formidables succès. J'étais, il y a quelques jours, je le disais, dans la Marne, 2 maisons de santé en 2009, 14 aujourd'hui, 3 de plus qui sont en projet. J'ai vu des projets formidables en Gironde, où municipalités, ARS, centres hospitaliers agissent ensemble pour créer un centre hospitalo-communal à Pontarlier, dans le Doubs. Cher Président, non loin de chez vous, des acteurs locaux qui savent s'organiser pour mettre en place un cabinet éphémère, le temps justement que de nouveaux médecins s'installent plus rapidement. En Saône-et-Loire, par la volonté d'un conseil départemental, tout un réseau de santé de proximité se mettre en place et des médecins revenir exercer dans les villes désertées. C'est ça ce que nous accompagnons concrètement et que nous allons déployer plus fortement encore. Et donc, le gouvernement, là aussi, sera au rendez-vous pour mettre les moyens et pour en rajouter. Je ne veux pas ici déflorer les annonces que le Premier ministre, la ministre des Solidarités et de la Santé feront demain en la matière. Mais il est clair que l'urgence impose d'investir plus fortement encore et de construire une plus grande attractivité de nos hôpitaux, qu'ils soient d'ailleurs centres universitaires ou parfois plus en proximité, pour réussir à mener ce combat. Je voulais ici vous dire l'engagement du gouvernement, mais le rôle aussi essentiel que vous jouez. Mesdames et messieurs, chers amis, j'ai conscience, une fois que j'ai dit tout cela, de la difficulté des temps, et vous l'avez rappelé. Et je veux conclure mon propos en vous disant aussi un mot de vous. J'ai à mon tour, en cet instant, une pensée pour Jean-Mathieu Michel, le maire de Signes, qui a consacré sa vie à sa commune. Vous le disiez, Président, tout à l'heure, en rappelant son engagement de 83 pour finalement mourir dans l'exercice de ses fonctions, dans le courage de sa fonction, celle justement de faire respecter la vie en commun, de rappeler à l'ordre ceux qui, dans sa commune, venaient enfreindre la règle. Les Signoises et les Signois n'oublieront jamais ce grand humaniste qui les connaissait tous personnellement. Et je veux avoir une pensée pour eux, pour le personnel de la commune et pour sa famille, dont la dignité fut exemplaire en cet instant. D'action. Voilà donc pour le discours d'Emmanuel Macron pour ce 102e congrès de l'Association des maires de France. Merci à vous de nous avoir suivis. Public Sénat continue de vous faire vivre l'événement. Oriane Mancini, demain à 7h30, son invité politique sera Bruno Retailleau et puis évidemment Pierre-Henri Gergonne dès 11h. Très bonne soirée sur Public Sénat.
Public Sénat et l'AMF, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux, vous ont présenté Allons plus loin.